Je pense que la société nous pousse vers le surpoids. Que maintenant que les femmes rentrent comme leur époux tard le soir, elles sont fatiguées. Les temps de préparation des repas ont considérablement raccourci. Donc, il y a eu un créneau dans lequel se sont engagés les industriels en disant « les gens cuisinent de moins en moins, on va faire des plats tout préparés ». C'est terrible, hein, on est à une personne sur deux qui a des problèmes de poids. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes avec la médecine. Pas assez payé, pas assez de médecins. Il y a eu un frein terrible au niveau du recrutement des étudiants. Il y a eu le fameux numerus clausus et maintenant on s'en mord les doigts. Il y avait un nombre fixe de médecins, c'est ça? On pouvait pas en avoir plus? Il faut 10 ans pour former un médecin. Il faut 10 ans, tu te rends compte? Tous les métiers où soit tu te couches très tard, soit tu te lèves très tôt, soit tu travailles toute la nuit, sont des métiers qui t'emmènent droit dans le mur. Fatigue, prise de poids, diabète, cholestérol, maladies cardiovasculaires. Tu sais, il y a beaucoup de maladies qui traînent dans ton corps sans qu'elles se manifestent. Enfin, si t'es diabétique, ça se voit à un moment donné. Tu fais des hypoglycémies, t'es pas bien, etc. Mais le cholestérol, par exemple, tu vas avoir beaucoup de cholestérol sans du tout le savoir. Et ça, c'est un tueur silencieux. Et tu ne le sauras que si tu fais une prise de sang. Par contre, ça va se manifester dans 20 ans quand tu vas faire un infarctus et qu'on va te trouver des coronaires calcifiés ou un AVC parce que t'auras bouché un petit vaisseau dans ton cerveau. Et les gens qui pensent que parce qu'ils sont jeunes, il peut rien leur arriver, ils se trompent. Parce que les artères, il faut prendre soin d'elles depuis notre plus jeune âge. Parce qu'une fois qu'elles sont encrassées, on peut plus revenir en arrière. Alors Laurence, du coup vous êtes médecin nutritionniste, vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet et aujourd'hui on va parler de tous les problèmes qui sont apparus dans notre société moderne, l'obésité, la sédentarité, les problèmes de sommeil, l'autoprescription aussi des compléments alimentaires. Et de manière générale, on va essayer de comprendre si est-ce qu'il y a des gestes simples qu'on peut mettre en place dans notre routine de tous les jours pour améliorer significativement sa santé. Laurence, bienvenue sur Métier de rêve. Merci. Est-ce que, alors, normalement pour l'exercice, alors je sais que c'est pas l'usage, voilà, vous êtes médecin et que normalement les gens se vous voient dans votre métier, c'est ça? Oui, plutôt. Plutôt. En consultation, on me vous voit, ça c'est vrai. Est-ce que ça vous convient si on se tutoie? Très bien. Okay. Super, on va se tutoyer. Super, allez, on va se tutoyer. J'espère qu'on ne choquera pas les médecins qui nous regardent. Alors, première question que j'avais préparée, j'ai lu, alors je ne sais pas à quel point c'est exagéré, mais que c'était pire de rester assis 2 heures sur une chaise que de fumer une cigarette. C'est vrai ça ou c'est... Oh, pire. C'est difficile de dire exactement que c'est pire, parce qu'on n'a aucune preuve. Bon. Mais en tout cas, c'est aussi mauvais. Voilà. On a des grandes jambes, c'est fait pour que ça serve, on n'est pas fait pour rester assis trop longtemps. Pour plusieurs raisons d'ailleurs, parce que indépendamment du fait qu'on ne brûle pas de calories, on est dans l'immobilité, mais quand on est assis, le retour veineux, il se fait moins bien. Ensuite, on est cassé au niveau de la hanche. Donc, le sang veineux retourne moins bien vers le cœur. Donc, la circulation est moins bonne. Et puis, c'est pas très bon non plus pour les organes de la digestion parce qu'ils sont un petit peu compressés. Bon. Et puis, quand on est debout et actif, il se passe plein de choses au niveau des jambes. On fait travailler les muscles des jambes, des mollets, des cuisses. Donc là aussi, on facilite le retour veineux, on améliore l'irrigation des organes, on améliore la vascularisation des neurones. Donc on réfléchit beaucoup mieux en fait en bougeant. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, perso, les meilleures idées que j'ai eues dans ma vie professionnelle, ça a toujours été en marchant. Ouais. Jamais en restant immobile. Je ne sais pas si toi, ça te le fait. Moi c'est en randonnée et dans ma douche aussi. Je ne sais pas pourquoi, dans ma douche, j'ai des super idées. Il y a une explication. Okay. C'est que si tu prends une douche bien chaude, tu es tout rouge. Donc, tu améliores la vascularisation des cellules de ton cerveau. Donc, tu réfléchis mieux. Et quand tu marches, tu reproduis exactement la même chose que sous ta douche, avec l'eau en moins. Voilà. Donc, ça s'explique. Donc, il faut marcher. Et d'ailleurs, dans la prévention du surpoids, tu sais maintenant qu'il y a des entreprises, enfin, ça se fait beaucoup aux États-Unis et beaucoup moins en France, mais qui invitent les gens à marcher sur un tapis en même temps qu'ils travaillent sur leur bureau, tu vois. Et donc, c'est pas seulement en prévention de l'obésité ou pour brûler des calories, mais c'est une façon aussi de faire travailler son corps. Le corps, un corps sain, c'est un corps qui est en mouvement, en fait. Alors, rester assis, c'est inévitable, bien sûr. C'est ça. Quand on travaille, c'est inévitable. Mais à défaut d'être tout le temps debout, ce qu'on peut faire, et ce qui est tout simple, c'est de se lever régulièrement. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'on a maintenant dans les montres connectées, on te dit, voilà, toutes les heures de te lever une fois, ça a vraiment un impact. Si on se lève juste une fois, c'est déjà ça de prix. Toutes les 45 minutes, à peu près. C'est le temps qu'il faut. Se lever. Alors, se lever pour faire quoi ?
Bon, si c'est se lever pour se lever, ça n'a pas grand intérêt. Mais par exemple, aller aux toilettes, au lieu d'aller aux toilettes juste à côté du bureau, on peut aller aux toilettes 3 étages au-dessus. Quand on est dans un immeuble à étage, on va aux toilettes 3 étages en dessus ou au-dessous. Enfin bon, bref, on prend les escaliers. On peut aussi aller utiliser une imprimante qui est la plus loin possible. Au lieu d'envoyer un mail à un collègue, hop, hop, on marche, etc., pour aller le voir et lui parler. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir la mentalité de quelqu'un d'actif, pas de passif. Je crois que si les gens grossissent de plus en plus, parce que c'est le cas en France, actuellement, c'est terrible. On est à 1 personne sur 2 qui a des problèmes de poids. Une personne sur 2 en France. C'est quoi avoir des problèmes de poids ? C'est avoir au moins 10 kilos de trop. Voilà, 10 kilos de trop. À partir de 20 kilos de trop, on entre dans l'obésité. Entre 10 et 20 kilos de trop, tu es dans le surpoids modéré. Voilà. Et ça, et aujourd'hui, c'est 1 personne sur 2. 1 personne sur 2. Et je ne sais pas si tu as le chiffre, mais par rapport à il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça a considérablement augmenté. D'accord. Là, on est donc à 45-50% de la population. En 1997, on n'était même pas à 30% de la population en surpoids modéré, en situation d'obésité. On est passé de 30 à 50%. Et en fait, les études montrent que si on continue à ce rythme-là, on en sera en 2050, parce que je sais que tu aimes bien les chiffres, alors j'y vais. En 2050, on en sera où en sont les États-Unis actuellement. Ouais, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Actuellement, aux États-Unis, c'est 50% de la population en situation d'obésité. Donc 20 kilos de trop. Oui, c'est ça, plus de 20 kilos de trop. 20 kilos. En situation d'obésité. Ouais. Tu te rends compte ? Donc là, on y va tout droit. Et on y va tout droit, pourquoi ? Parce qu'on mange mal, on ne bouge pas assez et on ne dort plus assez. Et là, c'est le trio qui, quand il est bien réuni, ça, c'est le cocktail explosif qui fait que la personne, elle prend très vite du poids. Tiens, pas plus tard qu'hier, en consultation, j'ai un jeune patient que j'avais réussi vraiment à faire très bien maigrir, un garçon formidable, hyper déterminé, faisant du sport tous les jours, mangeant très bien, suivant mes conseils à la lettre, mais avec bonheur, vraiment, et conviction. Et donc, il avait un poids nickel. Et puis tout d'un coup, il a changé de métier, il est rentré dans la banque. Ah. Allons bon. Et tac, métier sédentaire, Ouais. hyper sédentaire. Il a pris 15 kilos en moins d'1 an. Ok. 15 kilos en moins d'1 an. Donc, il s'est vu vraiment grossir. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? SOS, on appelle le docteur Plumet. S'il vous plaît, au secours. Voilà. Et donc, on a tout refait. Mais surtout, ce qui l'avait fait grossir, c'était la sédentarité. Parce que tout d'un coup, il passait de quelqu'un qui faisait 1 heure de sport par jour à quelqu'un qui passait toutes ses journées assis dans un fauteuil. Donc, la sédentarité, c'est la mère de la prise de poids et de tous les problèmes de santé. Ça vous rend obèse, diabétique, hypercholestérolémique, à haut risque de maladies cardiovasculaires. Quelqu'un qui est sédentaire tous ces jours, 20 ans après, il fait un infarctus. Et donc, ce patient, concrètement, il y a des petits gestes simples que tu l'as aidé à mettre en place, voilà, pour sortir de sa situation d'obésité. C'est pas de faire du sport comme un malade, c'est plus d'avoir une activité régulière, de se lever régulièrement, tout ça. Oui, alors déjà, moi, je suis jamais dans l'injonction. Le but, et c'est ce que j'enseigne aussi à mes élèves, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais j'ai une école de formation en nutrition, en absothérapie, on expliquera ce que c'est. Mais j'explique toujours à mes élèves, pour être des bons professionnels, il ne faut pas être dans l'injonction. Il ne faut pas dire, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est obligatoire, si vous ne faites pas ça, ça ira mal, etc. Non, il ne faut pas dramatiser. Il faut être dans l'empathie, il faut déjà rentrer dans la vie des gens. Parce que si c'était facile, personne n'aurait de problème de santé. C'est difficile. On vit une vie de dingue quand même. Ça a quand même beaucoup changé. Regardez les métiers de la finance, de l'informatique se sont énormément développés. Autrefois, on était beaucoup plus sur des métiers manuels. Autrefois, les gens en moyenne faisaient 5 km par jour. Maintenant, ils font 500 mètres par jour. Donc, on crée des métiers où on fait travailler le ciboulot. Par contre, le corps, il travaille beaucoup moins. Et c'est là qu'est le problème, parce que le pauvre corps, il prend cher. Voilà. Donc, jamais dans l'injonction, mais il faut rentrer dans la vie des gens. Quelles sont vos contraintes ? Comment vous mangez ? À chaque repas, les rythmes de vie, les fréquences des restos, les fast-foods, les machins, les trucs. Je veux tout comprendre. Je veux tout savoir de toi, de votre vie, etc. Voilà. Je veux tout savoir. Enfin, presque tout. Sur l'alimentation, sur l'activité physique.
Quand est-ce qu'il est possible de bouger? Quand on part au boulot et qu'on prend sa voiture, et qu'on arrive et qu'on s'assied parce qu'il est devant son ordi, voilà, et qu'ensuite on se lève pour aller manger, on revient, on se réassied, on reprend sa voiture, on rentre chez soi, où elle est la place pour faire du sport? C'est pas facile. À moins de bosser dans une grande boîte qui a une salle de sport intégrée. Là, formidable. À moins d'avoir aussi 1 heure de battement pour manger. C'est pas toujours le cas. Mais quand on a 1 heure de battement, allez hop, on va se faire une demi-heure en salle de sport et après on va manger. C'est bon, on est sauvé. Voilà, mais c'est pas toujours le cas. Et quand on part tôt le matin, qu'on rentre tard et qu'on est crevé, waouh! Le médecin qui dit « Allez, hein, il faut bouger, il faut ressortir le soir, allez faire au moins 1 heure de marche dehors. » Mais lui-même ne le ferait même pas. Il faut jamais dire aux autres de faire ce qu'on ne serait pas capable soi-même de faire. Donc, il faut trouver des solutions. Les solutions, ça peut être au quotidien, déjà au boulot. Se lever toutes les 45 minutes, aller marcher, aller se dérouiller. On peut aller faire le tour du pâté de maison, on peut monter les escaliers, les descendre avec un but, les toilettes, l'eau au distributeur, le collègue, etc. Mais bouger, avoir une mentalité d'actif. Et ce garçon, je sais qu'il va y arriver parce qu'il a le déclic. Déjà, il m'a appelé, il est demandeur et il est intime, il ne se sent pas bien. Il a envie, il ne veut plus être dans ce corps-là. Il a pris du ventre, il a pris des jambes, il ne veut plus être dans ce corps-là. Il a connu ce que c'était que d'être bien. Et donc maintenant, il veut y revenir. Donc le déclic, c'est hyper important. Et moi, mon métier, c'est d'être déclencheuse de déclic. D'accord. Pas facile à dire, mais ça, c'est très important. Parce que quand on veut, eh ben, on peut. Les amis, avant de continuer le podcast, j'aimerais vous parler du nouveau partenaire de la chaîne qu'on remercie chaudement, Hostinger. Aujourd'hui, la toute première étape pour lancer son business, c'est d'avoir une landing page et c'est là que Hostinger intervient. En gros, Hostinger, c'est une solution tout en un pour créer un site web et intégrer toutes les fonctionnalités dont tu vas avoir besoin. Tu peux tout faire en no-code, c'est-à-dire que tu peux créer un site web incroyable sans rien connaître en programmation. Tu peux même choisir entre 2 façons de créer ton site web. Glisser et déposer les éléments que tu veux, ou alors tu peux utiliser leur nouvel outil IA, Hostinger Horizon. Il te suffit d'écrire un prompt, par exemple, je veux un site professionnel avec un formulaire de contact et une page pour montrer mon portfolio. Et l'IA va générer automatiquement ton site complet. Design, page, texte, image, tout. Et ensuite, tu peux demander à l'IA de modifier comme tu veux. Une fois que ça c'est fait, tu as juste à appuyer sur publier pour le mettre en ligne. Tout est pris en charge. Hébergement, nom de domaine et même les emails pro. En vrai, si t'as pas des heures à passer à la création de ton site, c'est l'outil parfait. Alors vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% avec mon code promo JOCARIS. J'ai évidemment testé le tool avant de vous en parler et j'ai été très agréablement surpris du résultat. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et je vous laisse tout de suite revenir à l'épisode du jour de Métier de Rêve. Encore merci à Hostinger de sponsoriser cette vidéo et on revient tout de suite sur l'épisode Métier de Rêve. Alors on va revenir sur tout ça et puis on reviendra en détail sur chacun des sujets, chacun des problèmes. Mais avant, ce que j'aimerais comprendre, Laurence, c'est un peu dans quel milieu tu as grandi et quelle était la place de la santé, du sport, de l'alimentation dans ton enfance. Oh, alors moi, j'ai eu une enfance très active. J'ai toujours été à l'école, à pied, au lycée, même loin. Bon, j'habitais dans un appartement au 3e étage, sans ascenseur. Donc j'ai toujours été habituée à être active. Et je suis quelqu'un de très actif. Je ne suis pas une grande sportive, je ne suis pas là à faire de la gonflette en salle. Voilà. Mais par contre, marcher, oui. Moi, quand on me voit dans le métro, j'adore le métro parisien parce que je suis une Parisienne. Et donc, dans le métro, moi, je suis Speedy Gonzalez. Hein. Okay. Donc, je monte les escaliers, je les descends, je cours. C'est extraordinaire. Le métro, c'est un terrain de jeu pour se dépenser qui est formidable. Bref, j'ai toujours été très active, j'ai toujours pris le métro, j'ai toujours beaucoup marché. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai toujours bien mangé. Je crois que ma petite maman faisait des très, très bons plats. Et donc, à la maison, on se régalait. On a toujours mangé très équilibré. J'allais à la campagne le week-end. On cultivait notre jardin. Il y avait les légumes. Donc, vraiment, voilà. Et puis, le sommeil. Alors là, toujours un très bon sommeil. Hop, à la maison, on se couchait tôt. Je dormais bien. Je me réveillais en forme. Et hop, c'était parti. Voilà. Après, il y a une question de tempérament aussi. Je suis quelqu'un de plutôt dynamique, de très optimiste, donc ça donne des ailes. Voilà. Quand je commence le matin, moi je suis très matinale, je me réveille à 6-7 heures du matin, hop, je saute du lit, je suis en forme. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y en a qui sont plutôt du soir. Le matin, c'est compliqué. Ah ben voilà, ça c'est fréquent d'ailleurs. Hein. Dans le monde de la finance, les gens sont plutôt du soir. Hein. Et le matin, oui. Ben, vas-y, ils travaillent beaucoup et longtemps. Ce sont quand même des métiers très chronophages.
charge. Et si on n'est pas du soir et si on se couche comme les poules, ça va pas le faire. Après, il y a ceux qui sont sur le monde des marchés financiers, ouais, qui moi, sont c'était très ça, très tôt. Ah oui, ouais. c'était du matin. Ouais, Bah là, alors tu devais souffrir. Ah oui, là, je souffrais. Parce qu'il faut être devant ces écrans à 6h du matin. Exactement. Pour avoir les nouvelles du marché. C'est ça. Et ça, voilà. Et ça, je sais que c'est dur. Quand on n'est pas fait pour ça, c'est dur. C'est contre nature. Il faut s'écouter aussi, hein. Parce qu'on a des rythmes biologiques. Notre corps est réglé sur 24 heures. Mais il y a des gens qui sont du matin et il y a des gens qui sont du soir. Et ça, on peut rien y faire. C'est génétique. Oui, c'est ça. Donc, pour être en bonne santé, il faut déjà s'écouter. Tu sais, le corps, il te parle. Il te parle. Quand il n'est pas bien, il l'exprime. Il l'exprime par de la fatigue, il l'exprime par des maux de tête, il l'exprime par un sentiment de mal-être, il l'exprime par de la prise de poids, un ventre qui commence à s'arrondir, tu vois, un essoufflement, quelque chose comme ça. Il parle, le corps. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gens qui tombent malades, eh bien, ce sont des gens qui ne se sont pas écoutés, qui sont restés dans leur rythme de travail, qui ont refusé d'entendre ces signes-là, qui n'ont pas consulté, à aucun moment, ils ne se sont interrogés sur leur comportement. Et justement, c'est le rôle des napsothérapeutes, on verra ça plus tard. Parce que pour revenir sur le fait d'être du matin, du soir, alors moi ce que j'avais lu, tu me diras c'est des bêtises, mais j'avais lu que au temps de l'homme préhistorique, quand on vivait par tribu, il y avait ceux qui faisaient la garde le matin, ceux qui faisaient l'après-midi et ceux qui gardaient les autres le soir. Donc en fait, naturellement, on est du matin, on est du soir, on est de l'après-midi. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est dans une société, je trouve, où ceux du matin ont pris le contrôle, quoi. C'est très bien vu d'être du matin. Je sais pas, quand on arrive au bureau, on voit toujours ceux qui sont là avant les autres le matin. On voit pas tellement ceux qui repartent en dernier. D'ailleurs, celui qui repart en dernier, c'est le seul à être là. Alors que celui qui est le premier là le matin, tout le monde voit qu'à chaque fois, il est là le matin, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est plus dur, justement, d'être du soir que du matin. Et que c'est moins bien vu, en tout cas. On a toujours l'impression que les gens du matin sont plus bosseurs que les gens du soir. Ah bon ? Oui, mais je vais te dire une chose aussi. Dans le milieu du travail, ce qui est bien vu, c'est d'être du matin et du soir. Parce que si tu pars trop tôt de ton travail, c'est mal vu aussi. Alors, tu vois, tu arriverais à 7h30 du matin. Par contre, si tu t'en vas en ayant fait tes 8 ou 9 heures de travail et que tu t'en vas à 16h, les autres vont te regarder d'un mauvais œil. Parce qu'ils vont complètement oublier que tu étais là bien avant eux. Eh ben oui. Alors que dans les pays d'Europe du Nord, ils commencent beaucoup plus tôt, ils perdent jamais de temps. Il n'y a pas de temps pour la clope, le machin, le petit café, le papotage. Il y a un temps perdu en France de fou. Et donc, ils partent tôt. Et quand ils partent tôt, après, ils font du sport. Et ça, c'est le gros problème qu'on a en France, c'est que les gens arrivent vers 9h, ouais, c'est ça, c'est 9h. On débute son travail à 9h, et puis ensuite, ils repartent à 18h. Quelque chose comme ça, 18h. Ils arrivent chez eux, il est 19. Et donc, après, tu n'as plus de temps pour toi. Voilà, donc ça fait des sédentaires en puissance. Alors qu'ils ont perdu beaucoup de temps au boulot. Moi, je suis persuadée, tu sais, si tu compresses bien ton travail, efficace et rapide, c'est possible. Mais si tu pars plus tôt que les collègues, tu es très mal vu. Et ça, c'est pas bien du tout. Et tu penses, et après on va continuer sur ton parcours, mais est-ce que tu penses que aussi on n'a pas un problème un peu à l'école, dans notre culture? Tu vois, moi quand j'étais petit, j'ai eu la chance de pouvoir faire des échanges avec des correspondants en Allemagne, tout ça. Quand j'étais en Allemagne, à 13h, c'est fini les cours, on va faire du sport et je trouvais ça trop bien. Et en France, moi j'étais dans un lycée un peu particulier, assez privilégié, jésuite, tout ça, mais j'ai l'impression d'être un rat de laboratoire, quoi. De faire du sport, je crois qu'on faisait 2 heures par semaine et c'est tout, quoi. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je tempête contre ça. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je ferais sortir les enfants plus tôt, et je laisserais du temps pour le sport. Mais quasiment tous les jours. Tous les jours, ouais. Mais les enfants ont besoin de faire 1 heure de sport par jour. Là, tu dis 2 heures par semaine. C'est exactement ça. C'est beaucoup trop peu. Donc, on charge ces enfants en leur donnant en plus du boulot à faire à la maison. Donc, ils terminent à 16h30, ils restent à l'étude, ils arrivent chez eux à 18h, ils ont du boulot à faire à la maison. Mais quand est-ce que tu veux qu'ils fassent du sport ? Voilà. Ouais. Donc, moi, tu sais, pendant 20 ans, j'ai bossé à l'hôpital Necker. J'ai développé la consultation de prévention de l'obésité chez les enfants. Je recevais donc des enfants et leurs familles, des enfants qui, commençaient à devenir bouboules. Voilà. Parce qu'ils ne bougeaient plus. Mais l'éducation nationale fait des enfants en surpoids, des enfants obèses en puissance. Il n'y a pas assez de temps consacré au sport. Et pour autant, on les gaffe de travail. Mais est-ce qu'on est les meilleurs sur le plan des résultats scolaires ? Pas du tout. Ouais. On n'est pas bon du tout. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système.
Il y a un problème d'efficacité, quoi. C'est un peu comme, Oui. comme Oui. l'impôt en ce moment. Est-ce que, du coup, voilà, donc j'ai l'impression que tout va bien pour toi, en tout cas sur ces sujets-là dans ton enfance. Donc comment est-ce que tu vas être amené à te dire, OK, j'ai envie de devenir médecin, nutritionniste. Comment tu vas en arriver là? Ça s'est imposé à moi. Moi, je vais te dire, je pense qu'on a tous un fil de vie que l'on suit, en fait. Et tout au long de notre vie, c'est ma façon de voir, hein, je pense qu'il y a des étapes qui te sont mises sous les yeux, que tu vas saisir ou pas. En principe, tu les saisis. Et donc, moi, c'est apparu comme une évidence que la nutrition, c'était mon avenir. Donc, quand j'ai fait médecine, c'était pour être médecin nutritionniste. Voilà. Donc, je me suis quand même tapé beaucoup d'années post-bac, hein, on va dire plus de 10 ans d'études. J'ai fait aussi, pendant mes études de médecine, de la recherche sur le tissu adipeux, parce que très, très tôt, j'ai été passionnée par les problématiques de surpoids et le gras du corps. Ce que je veux dire, c'est que très vite, j'ai été appelée non seulement par la médecine, mais aussi par la nutrition. Donc, je savais que je voulais être médecin nutritionniste et je savais que je voulais m'orienter dans une discipline médicale où j'allais aider les gens à se sentir mieux, voilà, et par la nutrition de préférence. Voilà. Alors, c'est quoi le parcours pour devenir nutritionniste? Donc, tu dis que tu as fait le parcours de médecine générale, la première année qui est connue pour être très dure, avec le concours, comme tout le monde. Puis ensuite, je crois qu'il y a deux... Après, tu fais des stages ouais. pendant ton internat. Après, je n'ai pas choisi la carrière hospitalière. Je suis très vite partie dans le monde du travail. Je voulais vraiment développer les activités de prévention. Tu vois, déjà, la prévention, c'était dans ma tête. D'accord. Hein. Et donc, c'est comme ça qu'à l'hôpital Necker, je suis allée voir le doyen. Je lui ai dit, écoutez, l'hôpital Necker, c'est un hôpital de référence. Il n'y a rien qui soit prévu pour les enfants en surpoids. Passez-moi créons la consultation d'enfants en surpoids. Voilà. Donc, j'ai créé. Maintenant, il y a un très beau service de prise en charge des enfants en situation d'obésité. Et après, je suis allée à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart pour m'occuper également d'obésité de l'adulte cette fois-ci. Donc, on reçoit vraiment des personnes souffrant d'obésité et qui sont des candidates à la chirurgie bariatrique, la sleeve, le bypass, parce que ces personnes, elles ont suivi des régimes toute leur vie, elles ont fait des diètes, elles ont perdu beaucoup de kilos, qu'elles ont repris, voire même plus, et petit à petit, elles ont évolué du surpoids à l'obésité. Donc maintenant, leur dernière chance, c'est de se faire opérer, parce que quand c'est pas avec 3 haricots verts et un yaourt à 0% que tu vas perdre 60 kilos. Donc on leur donne une nouvelle chance, et c'est assez miraculeux d'ailleurs, parce que avec un bon chirurgien, ces personnes arrivent à retrouver un poids correct, et elles le disent, les larmes dans les yeux, mais c'est extraordinaire, je revis. Je ne suis plus essoufflée, je peux lasser mes chaussures enfin en voyant mes pieds. Non, mais on ne s'imagine pas ce que peut vivre quelqu'un qui est en surpoids. C'est une vraie souffrance. Hein. C'est pour ça que je suis très intéressée par ces personnes. C'est que c'est une vraie souffrance du corps humain. Voilà. Et il faut éviter d'en arriver là. Mais c'est pour ça que j'ai développé mes métiers de prévention. Il faut absolument éviter d'en arriver là. Et c'est très bien, tu as commencé par l'école, mais ça commence là. Ça commence là. C'est l'éducation. Parce que tu m'as interrogée sur mon enfance. Mais tu vois, j'ai eu une enfance aussi qui m'a bien prédisposée. J'ai toujours beaucoup marché. Voilà, j'ai jamais pris ma voiture pour aller bosser. Je fais toujours tout à pied. Voilà, je dors bien, je mange bien naturellement. Mes parents m'ont pas habituée à manger des gâteaux, des biscuits, des choses sucrées. Je suis très peu attirée par le sucre. Je préfère 1000 fois manger un fruit que de rentrer dans une boulangerie. Moi, ça me dit rien de voir tous ces gâteaux. Rien du tout. Mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi. Donc, c'est vrai que j'ai des facilités à garder finalement une corpulence correcte et à rester en bonne santé parce que je maîtrise ces 3 points. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que tu as cette facilité. Voilà, tu es en pleine forme, voilà, avec toute une énergie. Mais j'ai l'impression que tu es très empathique vis-à-vis des gens qui subissent ces problèmes-là. Tu te contentes pas de leur dire fais comme moi, c'est facile. Ah non, oui. Non, écoute, tu sais, quand les patients viennent me voir, déjà, ils ont la trouille. Ouais. Parce qu'ils se disent, bon sang, je vais voir un médecin, un nutritionniste, il faut que je maigrisse, je suis pas bien dans ma peau, elle va encore me prescrire un régime, la galère. Eh bien, pas du tout. Parce qu'on s'amuse beaucoup pendant ma consultation. Et moi, ma grande fierté, c'est quand les gens ressortent en disant, formidable, vous m'avez donné du moral, j'ai compris ce qu'il fallait faire, je vais le faire de moi-même. Évidemment, je ferai ce que je peux. Hein, parce que je ne leur demande pas de faire des miracles tout de suite. Hein. Quand tu as mis 30 ans à grossir, tu ne vas pas perdre 30 kilos en 3 mois. C'est de la patience, tout ça. C'est une vraie prise de conscience. Mais pour ça, il faut le vouloir. Et donc, je transmets cet optimisme, je leur explique beaucoup. Voilà. Parce que tu sais, moi, je pars dans la vie d'un principe, c'est quand on comprend qu'on agit.
Donc, il faut comprendre ce qui se passe dans le corps. Moi, quand j'ai fait médecine, mais je me suis régalée en médecine d'apprendre les secrets du corps humain. Tout le monde a un corps, mais personne ne sait comment il fonctionne. Et quand j'ai sorti mon livre « Le monde merveilleux du gras », après tous les nombreux autres livres que j'avais faits avant, qui étaient des livres, je dirais, de nutrition, dans un style, mais presque un peu scientifique, mais très agréable à lire, mais avec le monde merveilleux du gras, je me suis dit, bon sang, tout le monde l'agresse, son gras, sans rien savoir de lui. Donc il faut que j'explique ce gras, de quoi il est composé, les adipocytes, c'est quoi ces cellules, comment fonctionne le gras, pourquoi il se développe chez certaines personnes et pas d'autres, comment il communique avec les autres organes, pourquoi il rend malade ou pas, comment vivre avec lui, comment composer avec lui, et puis comment parfois aussi le contrôler quand il se développe de trop. Voilà, tout ça, il fallait le transmettre, parce que les gens ont besoin de comprendre. Alors je me suis fait aider aussi d'une illustratrice, il est très agréable à lire. Alors, on le mettra en lien en description voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui. Alors, juste avant de rentrer vraiment dans le vif des différents sujets, tu es la deuxième médecin à passer sur la chaîne. Est-ce que juste tu peux nous dire un mot sur ce que tu penses un peu du système de la médecine en France ? Est-ce qu'on fait toujours ce qu'il faut pour susciter des vocations, pour attirer des talents dans la médecine en France ? Est-ce que, à long terme, tu penses qu'on peut continuer à avoir des bons médecins en France ? Écoute, on a une excellente médecine. On a d'excellents médecins. On a des gens très motivés, très compétents, formidables. Moi, je vais dire que dans toute ma carrière professionnelle, j'ai rencontré beaucoup de médecins. Mais dans la majorité des cas, ce ne sont pas du tout des gens vénaux. Ce sont des gens fortement intéressés par l'autre, visant au rétablissement de sa santé, dans l'empathie plus ou moins. Ça dépend aussi des tempéraments de chacun, mais toujours très dévoués. Voilà, et ne comptant pas son temps. Mais tout le monde sait qu'il y a des problèmes avec la médecine. Voilà, pas assez payé, pas assez de médecins. Il y a eu un frein terrible au niveau du recrutement des étudiants. Il y a eu le fameux numerus clausus, et maintenant on s'en mord les doigts parce qu'il n'y a plus assez de médecins en France. Et puis les médecins, on leur demande beaucoup de choses. C'est vrai que le tarif de la consultation est pas cher. Pardon, le numerus clausus, il a sauté quand ? Donc, il y avait un nombre fixe de médecins, oui, c'est ça ? On ne peut pas en avoir plus ? Voilà. Et ça a changé quand Ça y est, là, il y a 1 ou 2 ans. Seulement, alors qu'on sait qu'on a un désert médical. Il faut 10 ans pour former un médecin. Ouais. Il faut 10 ans, tu te rends compte ? Donc, pendant tout ce temps-là, c'est la galère. À l'hôpital, on manque de médecins, on recrute des médecins étrangers qui sont d'ailleurs formidables. Nous, dans notre service, par exemple, il y a beaucoup de Roumains. Les Roumains, ils sont aussi compétents que nous. Ils ont un excellent niveau de médecine. Ils parlent très, très bien le français, souvent bien mieux que bon nombre de Français. Et voilà. Mais on n'accueille pas très bien les médecins étrangers aussi. On leur met plein de barrières. Plein, vraiment. Je connais le détail des choses, je ne vais pas y rentrer, c'est pas le temps, mais franchement, on freine tout ce qu'il est possible de freiner, c'est pas possible. Bon, après, les médecins qui ne sont pas hospitaliers et qui s'installent en libéral, mais ils sont débordés, parce que les médecins qui partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés. Maintenant, les jeunes, ils n'ont plus envie d'être corvéables à merci, d'être appelés le week-end, alors qu'ils ont envie d'avoir un week-end en famille, ou d'être aux urgences et de faire 3 nuits par semaine et d'être crevés. Donc, ils ont envie d'être salariés. Donc, maintenant, on crée des maisons de santé dont ils sont salariés. Donc, comment gère-t-on les urgences ? Enfin, c'est une horreur. Donc, c'est fort dommage parce que nous avons aussi un potentiel médical qui est extraordinaire. La médecine française, elle est de grande renommée dans le monde entier. Il y a des gens qui viennent se faire soigner en France. Franchement, je suis très, très fière de notre potentiel. Mais les médecins, ils souffrent. Ils sont très, très mal payés en plus. Je parle des médecins, mais les infirmières, ça sera exactement la même chose. Donc, on a des gens très dévoués dont on abuse un peu parce qu'on se dit, ils vont jamais faire grève. Ils n'auront pas les couilles, entre guillemets, de faire grève, parce qu'il faut bien accueillir des patients aux urgences. Donc, si tu veux, il y a une espèce de petit chantage là-dessus. Et donc, je trouve ça dommage. D'ailleurs, il me semble que hier, parce que moi, je ne suis pas médecin généraliste, mais je crois que les médecins libéraux étaient en grève pour protester contre d'éventuelles baisses de tarifs encore, de consultation. Bon, bref, donc c'est dur. C'est vraiment très, très dur. Et si on voudrait augmenter les médecins, les revaloriser, est-ce qu'il n'y a pas, par ailleurs, de l'argent qui est gaspillé parce que, je ne sais pas, à chaque fois, on guérit plutôt que de prévenir. Est-ce que tu ne vois pas des endroits où on gaspille un peu, où on dépense mal l'argent ? Mais complètement. D'abord, je trouve qu'il y a beaucoup de gaspillage au niveau des examens de santé. Parce que, imagine un patient qui va dans un endroit pour un problème de santé.
On va lui faire une prise de sang, on va peut-être lui faire une échographie abdominale, très bien, il a ses résultats. Ensuite, il consulte dans un autre endroit. Eh bien, on va recommencer la même chose, sans tenir compte finalement des résultats des examens préalables. Je trouve qu'il y a une gabegie d'examens complémentaires qui pourraient être beaucoup mieux contrôlés, premièrement. Deuxièmement, tu as dit le mot magique, la prévention. Et c'est pour ça que, en plus de mon activité hospitalière, j'ai décidé de lancer le premier métier de prévention en France, qu'est la napsothérapie. Napso, c'est quoi? C'est le N de nutrition, le AP d'activité physique et le SO de sommeil. Bon. Donc c'est une formation de 320 heures, 9 mois de formation, ouverte à tous, aux professionnels de santé s'ils le veulent et aux non-professionnels de santé s'ils le veulent aussi. Voilà, parce que je considère que tout le monde peut s'approprier la prévention, moyennant une formation de qualité. Bien sûr, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. Donc, prévention dans les 3 domaines, piliers, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. Pourquoi tous les 3 ? Parce que même si tu manges bien, mais que tu ne bouges pas assez et que tu ne dors pas suffisamment, tu ne seras pas en bonne santé. Et si tu dors bien, mais que tu manges mal ou que tu ne bouges pas assez, tu ne seras pas en bonne santé. Les 3 doivent être réunis. Et jusqu'à présent, il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour donner ces conseils, pour auditer, évaluer, comprendre, conseiller et suivre. Et donc la napsothérapie, c'est quelque chose que tu as créé absolument, voilà, ou ça existait dans d'autres pays ou, pas du tout. D'où est-ce que ça vient? Non, je l'ai complètement inventé. D'accord. Tu vois, c'est venu en marchant. Okay. En marchant et en dormant. Parce qu'en marchant, l'idée m'est venue, et en dormant, le nom m'est venu. Tching! Au petit matin, napsothérapie. Donc tu vois, le cerveau, c'est magique. Bon. Non mais, blague à part, moi, en qualité de praticien hospitalier qui voit des patients obèses, je me suis dit, bon sang, si ces patients avaient vu un napsothérapeute il y a 20 ans, ils ne seraient pas obèses maintenant. Ils seraient simplement en surpoids. Et peut-être même pas du tout. Parce qu'il y aurait eu quelqu'un en face d'eux, un napsothérapeute, qui les aurait écoutés, qui leur aurait appris à évaluer leurs erreurs de comportement dans ces 3 domaines, à les corriger en fonction de leurs possibilités et qui les aurait suivis. Et ces personnes ne seraient jamais devenues obèses. Donc aujourd'hui, tu as créé un véritable métier. Il y a 200 napsothérapeutes en France, c'est ça? Tout à fait. Il existe depuis 5 ans, ce métier. Voilà. Et donc c'est toi qui les as formés, ces gens-là? Tout à fait, okay. Tout à fait. C'est beaucoup de travail, mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc effectivement, il y a beaucoup de demandes. Il y a 3 promotions par an. Et écoute, tous les jours, j'ai des appels. Des appels et de gens qui entendent de plus en plus parler de la napsothérapie et qui me disent « Écoutez, docteur, franchement, pour moi, ça a été une révélation quand j'ai découvert ce nouveau métier. Parce que, pour des raisons X, soit j'en ai marre du métier que je fais, soit j'en ai marre d'être dans les chiffres, soit j'en ai marre de parler à mon ordinateur. Je veux faire un métier relationnel. Je veux me sentir utile. Et en plus de ça, vous me permettrez d'apprendre dans les 3 domaines clés que j'ai toujours beaucoup aimés, la nutrition, l'activité physique et le sommeil. Donc tout ce que je vais apprendre avec vous, docteur, ça va me servir à moi, à ma famille, à mes proches, mais je veux aussi en faire un métier. Je veux me sentir utile dans cette société. J'ai même des gens qui s'approchent de la retraite. Ah oui. Parce qu'ils se disent, moi, attention, à 62, 63, 64, je ne sais plus quand sera l'âge de la retraite, mais en fait, ces gens-là n'ont pas du tout envie de s'installer sur un canapé. Ça, c'est la mort, hein. Ça, c'est la mort. Hein. Tu arrêtes de bosser, tu deviens sédentaire, hein, tu te fais tes petits restos à gogo, tu bouges plus. Ça y est, terminé. Hein. Tu prends 20 kilos dans les 5 ans qui suivent, tu attrapes ton diabète, ton cholestérol, et c'est pas bon du tout, ça. Hein. Tu te retires 13 ans d'espérance de vie. Donc, une bonne retraite active, c'est évidemment prendre soin de soi, mais c'est prendre soin des autres aussi. Parce que tu vois, ça, c'est, quand tu te sens utile, c'est formidable, ça te fait du bien, et puis tu es utile à la société. Donc, j'ai décidé de lancer le premier métier de prévention en France. Ça n'existe pas. Et vraiment, Écoute, je vais même te faire une confidence. Allons-y. J'écoute beaucoup Radio Classique. C'est ma radio préférée du matin. C'est pas ça, la confidence? Si, c'est ça. Ah, c'est ça? Oui, non, mais attends, pas que ça. Hein. Ah oui, d'accord. Pas que ça. Okay. Tu vas voir. Je vais détricoter mon discours. J'adore l'émission de David Abiker. Bon, il ne m'a pas encore invité, mais peut-être que s'il entend, là, peut-être qu'un jour, il pourrait m'inviter. Ouais, David, mais bref, on verra bien. Et donc, ce jour-là, il a invité Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. Et donc, il lui a demandé, Madame la ministre, que pensez-vous du système actuel et quelles sont pour vous les 3 priorités
dans les années à venir. La première chose qu'il dit, développer la prévention en France. On est très mauvais en France dans le domaine de la prévention. Il y a des pays où c'est beaucoup plus développé. En France, il faut absolument apprendre aux gens à mieux bouger, à bouger davantage. Je me suis dit, ouh là 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 là, pourvu qu'elle dise, et à mieux dormir, voire à pratiquer la napsothérapie. Mais non, elle n'a pas été jusque-là. Mais pour que qu'une ministre le dise, c'est la prévention. Développons la prévention. Quand tu dis développons la prévention, c'est d'adopter des gestes simples dans notre routine et tout ça, et c'est pas forcément de faire des prises de sang, de regarder, bah c'est un tout quand même. Hein. D'accord. Ah si, parce que quand même le bilan sanguin, aller voir son médecin une fois par an, se faire un bilan sanguin complet, parce que tu sais, il y a beaucoup de maladies qui traînent dans ton corps sans qu'elles se manifestent. Bah, si tu es diabétique, ça se voit à un moment donné. Tu fais des hypoglycémies, t'es pas bien, etc. Mais le cholestérol, par exemple, tu peux avoir beaucoup, enfin je dis tu peux avoir beaucoup de cholestérol sans du tout le savoir. Et ça, c'est un tueur silencieux. Et tu ne le sauras que si tu fais une prise de sang. Donc, ça se manifeste pas, il y a pas non, pas du tout. La montée du cholestérol, ça ne se manifeste aucunement. D'accord. Par contre, ça va se manifester dans 20 ans, quand tu vas faire un infarctus et qu'on va te trouver des coronaires calcifiés ou un AVC parce que tu auras bouché un petit vaisseau dans ton cerveau. Et on peut pas sentir, je sais pas, qu'on a des caillots sanguins ou que le sang circule mal, on le sent pas, ça crée pas un malaise. Tu le sens pas quand tu es jeune. Jusqu'à l'AVC, quoi. D'accord, ok. Bah oui. Oui. Alors, l'AVC, c'est pas à 30 ans que tu le fais, je te rassure. Je me rassure, ok, très bien. Mais non, alors le check-up, le bilan sanguin annuel, il faut aller voir son médecin traitant une fois par an pour faire un bilan complet. Moi, je suis très interventionniste, je fais toujours des ordonnances à mes patients pour savoir tout ce qu'il y a, comment fonctionne le foie, le cholestérol, la glycémie, regarder s'il y a une anémie, s'il y a de l'inflammation. Enfin bon, bref, il y a tout un bilan complet à faire. Plus, très souvent, je demande une échographie abdominale. Comme ça, on voit l'intérieur du corps, c'est pas invasif, il n'y a pas d'irradiation. Hop, une écho-abdo. Et là, dans ce cas-là, tu vois la santé du foie, tu vois le pancréas, tu vois les reins, tu vois tout. Voilà. Et puis, si le corps parle, en revanche, un petit peu de sang dans les selles, mal au ventre, une douleur qui ne va pas, surtout ne pas minimiser. Le nombre de personnes à qui on a découvert des cancers et qui disent « Ah, si j'avais su, j'aurais dû consulter plus tôt. Parce que ça fait depuis un petit paquet d'années que j'ai mal au ventre, que j'ai mal là, que j'ai mal là. Mais bon, je me suis dit que c'était pas grave. » Un petit gaz par-ci, un petit gaz par-là, du sang, sûrement les hémorroïdes. Et c'est comme ça qu'on passe à côté. Donc, toujours écouter son corps. Donc ça, déjà, la prévention. Et quel que soit l'âge, tu dirais, même des gens un peu jeunes, ils devraient aller chez le médecin tous les ans. Oh bah oui, ouais. Moi je trouve qu'à partir de 20 ans, tu sais, le médecin traitant, tu as d'abord ton pédiatre ou le médecin traitant. Et puis ensuite, tu prends l'habitude d'aller le voir tous les ans. Ton médecin traitant, c'est à voir une fois par an. J'ai donc l'ancien qui est venu sur la chaîne, voilà, qu'on surnomme Dr Love, les abonnés sauront de qui on parle, mais donc il est médecin urgentiste, oui. Et il me dit qu'en fait les gens n'ont plus le réflexe du médecin traitant, du généraliste, oui. Ils vont directement aux urgences. Ah oui. Et donc lui ça le rend fou, les gens arrivent aux urgences et disent oui. Pourquoi j'ai mal au ventre, oui. Depuis combien de temps, depuis 3 jours, ils disent c'est pas une urgence du coup, et voilà, et donc les urgences sont complètement inondés, enfin ils n'arrivent plus à s'en sortir. C'est très délicat les urgences, parce que tu dois pouvoir, si tu veux, en un coup de fil, tu dois devoir évaluer le degré de gravité, parce que là tu parles de 3 jours, mais peut-être qu'au 3e jour, ça s'est vachement aggravé et que la personne est au bord de faire une périténite parce qu'elle a bloqué un calcul dans sa vésicule, qu'elle avait très mal et qu'elle n'a pas consulté, et qu'au 3e jour, elle a une vésicule qui est sur le point d'exploser. Donc tu vois, c'est pas parce que ça dure depuis 3 jours que c'est pas une urgence. Hein. Mais justement, la difficulté du médecin urgentiste, et franchement, ce sont des vies très très dures. Hein. C'est une sacrée responsabilité, c'est de savoir faire le tri. Et d'ailleurs, parfois, y a des problèmes. Alors, on va parler maintenant un petit peu... Mais tu vois, pour reprendre ta question sur la prévention, déjà, avoir ce réflexe d'aller consulter son médecin traitant une fois par an et d'avoir un médecin qui est à l'écoute aussi. Hein, qu'est-ce que vous présentez comme symptômes ou quoi? Et puis les antécédents familiaux aussi. Hein, parce que plus tu as des problèmes de santé dans la famille, plus toi, tu risques d'en avoir hérité par tes gènes. Donc quand tu sais, par exemple, je prends un exemple qui n'est pas très drôle, mais celui des cancers. Quand tu sais que tu es dans une famille où il y a beaucoup de cancers très variés, raison de plus pour que tu sois dans la prévention plus. Et que tu consultes dans ce domaine-là pour prendre soin de toi. Faire les examens qu'il faut, la mammo, si c'est une femme, homme, femme, la recherche de sang dans les selles. Tu vois, il faut vraiment, surtout s'il y a des problèmes médicaux dans la famille.
Voilà. Et au niveau des comportements du quotidien, l'alimentation, l'activité physique et le sommeil, bon sang. Mais c'est même incroyable que je sois obligée de créer ce métier en 2020, alors que ça fait quand même depuis perpète que les gens commencent à grossir et avoir des tas de problèmes de santé. Alors justement, tu dis dans ton livre que les repères d'une vie saine disparaissent. Concrètement, Oui. qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, je pense que la société nous pousse vers le surpoids. Bon, on va commencer par l'alimentation. Il y a quand même beaucoup de malbouffe. Si tu veux, la situation, elle a commencé à changer quand les femmes ont commencé à travailler. Je suis moi-même une femme qui travaille beaucoup. Donc, je sais de quoi je parle. Mais avant, quand la femme était au foyer, c'est pas du tout pour un reproche. Je trouve ça très, très bien que maintenant, les deux puissent travailler. Je trouve ça très bien. Mais ça a changé des choses dans l'organisation familiale. C'est-à-dire que maintenant que les femmes rentrent comme leur époux tard le soir, elles sont fatiguées. Tu as beaucoup moins de temps maintenant. Les temps de préparation des repas ont considérablement raccourci. Avant, ça pouvait prendre 1 ou 2 heures. Voilà. Et quand tout le monde était prêt, on se mettait à table et le repas avait été préparé au moins pendant 1 ou 2 heures. Maintenant, tout le monde rentre à la maison tard, tout le monde est fatigué, donc pas le temps. Donc, il y a eu un créneau dans lequel se sont engagés les industriels en disant « Très bien, eh ben, les temps de préparation se sont raccourcis, les gens cuisinent de moins en moins, en tout cas une certaine catégorie de population, on va occuper le créneau, on va faire des plats tout préparés. » Et donc, sont arrivés les plats tout préparés, partout, qui sont forcément gras, salés, parce qu'il faut flatter le palais. Quand tu fais de la cuisine, si tu avais développé une boîte de livraison de plats, tu te donnerais toutes les chances que ça marche. Donc, qu'est-ce qui flatte le palais? C'est le gras. Et puis la viande, les féculents, les gens ont besoin de choses reboratives. Donc, tu as quand même beaucoup de plats qui ne sont pas très équilibrés. Bon, première chose. Et puis est apparu le fast-food, le concept du fast-food qui doit avoir une 20aine d'années maintenant. Mais c'est hyper séduisant, écoute. Tu n'as pas le temps, tu prends ton téléphone, tu cliques et hop, tu as quelqu'un qui t'amène ta pizza, ton burger, etc., tes frites, ton coca et tout. Donc, on s'installe dans une espèce de facilité et dans le fast-service, quoi. Tu vois. Donc la c'est seule terrible. manière d'avoir une bonne alimentation, ça serait quand même de cuisiner, tu dirais? Oui, ouais, oui, okay. oui. Donc, encore il faut que, avoir le attention, temps, on peut aussi cuisiner vite et sain et gourmand. Par exemple, le soir, tu fais une bonne omelette baveuse avec du jambon, des petites pommes de terre, tu vois, un petit peu de gruyère. Tu fais une salade verte. À la limite, tu prends une salade en sachet. Tu vois, tu as cassé tes œufs, tu les as battus, tu les as mis dans la poêle, tu mets des dés de jambon, un petit peu de gruyère. Tu prépares ta salade. Écoute, ça te prend 10 minutes. Tu peux même mettre des tomates cerises à côté. Ensuite, tu sors le plateau de fromage, les yaourts. Tu mets la corbeille de fruits. Tu as fait un super repas. Voilà, ça t'a pris quoi? 20 minutes. Bon, donc le temps n'est pas un argument. Mais par contre, moi, ça me catastrophe de voir que tous ces jeunes, les ados, les jeunes adultes de notre génération, enfin de leur génération, c'est plus la mienne, mais je comprends très bien, ils sont vraiment élevés dans cette habitude maintenant de commander. Voilà. Et c'est du gras. Si tu veux, ils ont un palais maintenant qui est formaté au gras, au bourratif, aux frites, aux sauces, à la mayo, au kebab. C'est la génération kebab quand même. Donc tu vois, ça demande quand même un effort aux familles et aux adultes pour aimer cuisiner sain. Après, c'est une question de mentalité. Tu as les familles qui aimeront fréquenter le marché le week-end, qui aimeront cuisiner, lui comme elle. Et puis, tous les soirs, on mange bien, on mange gourmand parce que ça aurait été du bon, du frais, et du sain et du gourmand, tu vois. Moi, je trouve ça très bien. C'est très bien pour leur santé, mais c'est très bien aussi pour les enfants et les ados parce qu'ils voient autre chose que pizza, kebab et compagnie. J'ai rien contre les pizzas, parce que franchement, j'ai rien contre les kebabs non plus. J'ai rien contre les fast-food non plus. Mais là où je trouve que ça commence à devenir un problème, c'est quand ça devient un modèle alimentaire et quand ça devient une cantine. Tu vois ? Ouais. Mais un resto de temps en temps, mais bien sûr. Et quand on va au resto, franchement, resto traditionnel, bonne gastronomie, c'est pas pour manger des haricots verts et terminer par une salade de fruits, on est bien d'accord. Hein. Donc on y va, on se tape la cloche, on se fait plaisir, on prend 1 ou 2 verres de vin, on termine par un bon dessert, un bon gâteau, on se fait plaisir. Le resto, c'est fait pour ça aussi. Mais tu vois, la prévention, c'est le quotidien, c'est la régularité. Et c'est ça
que je veux expliquer aux gens, c'est facile d'être en bonne santé. On a tout quand même. Mais tu vois, quand on rentre dans une grande surface, c'est extraordinaire. Quelle chance on a par rapport à des pays sous-développés qui connaissent la famine. Tu as des gens qui meurent de faim. Mais nous, mais quelle chance on a. Et quand je vois ces étals de légumes et de fruits qui sont pleins de couleurs, mais je me dis, c'est extraordinaire. On a tout ce qu'il faut pour manger sain et équilibré. Et boum, t'as tous ces trucs-là qui rentrent insidieusement dans le quotidien des gens. Et voilà. Et donc, moi, je reviens vers la santé gourmande parce qu'il n'y a pas de raison. On doit pouvoir y arriver. Bon. Deuxième point pour la société qui nous fait déraper, c'est la baisse de l'activité physique. Je te disais tout à l'heure qu'autrefois, les gens marchaient 5 km par jour. Ça faisait partie de leur quotidien, la marche. Maintenant, c'est plus du tout ça. Tu prends ta voiture pour un oui ou pour un non. Ensuite, téléphone, ordi. Bon, tu sais combien il y a d'heures par jour de consultation des téléphones. Donc, les gens ne bougent plus. Alors, il y a les sportifs qui aiment faire du sport. Je ne sais pas si tu es sportif, toi. Je suis sportif, mais tu vois, ce que j'ai vu récemment, c'est qu'apparemment, il y a des grands sportifs, tu as des athlètes en situation de sédentarité. Oui, tout à fait. Tu observes ça aussi? Oui. Qu'un coach, mon coach me disait hier, il y a des athlètes qui font du 800 mètres, donc c'est hyper éprouvant. Donc ils se butent pendant 1h30 dans la journée, mais le reste du temps, ils restent assis. C'est ça. Et en fait, apparemment, il faudrait beaucoup mieux faire un effort à faible intensité, un peu tout le temps, marcher, que faire du sport. Enfin, pour la santé, en tout cas, pas pour les performances sportives. Mais tout à fait. Il a tout à fait raison. C'est pour ça que je te parle de régularité. Le corps, il a horreur des hauts et des bas, des hauts et des bas. C'est vachement agressif. Les gens qui sont sédentaires toute la semaine et puis qui vont faire un tennis en simple le week-end et qui font la caisse, on les retrouve aux urgences avec un début d'infarctus. Non, c'est tous les jours. C'est pour ça que je dis que c'est encore plus accessible. Parce que sportif de haut niveau, c'est pas donné à tout le monde. Mais par contre, marcher, monter des escaliers, prendre son vélo pour aller bosser ou avoir un minimum d'équipement sportif chez soi, tu vois, un rameur, un elliptique, tu peux toujours quand même avoir quelque chose quand tu as un appartement un petit peu grand quand même. Bon, c'est quand même, il faut le vouloir. Voilà, c'est tout. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et tout nous rend sédentaires. Voilà, donc je dis que maintenant, avant, le mouvement faisait partie de la vie. Maintenant, pour être en mouvement, il faut le vouloir, il faut le chercher, tu vois, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça demande un effort. Alors, tu as parlé de l'alimentation, de l'activité physique, et donc tu dis le troisième pilier, c'est le sommeil. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dort moins qu'il y a 10 ans, ou moins bien qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est une catastrophe, le sommeil. Les études montrent que nous avons perdu un cycle, c'est-à-dire un cycle d'1h30 par nuit de sommeil. Tu sais, le cerveau, je t'ai dit tout à l'heure qu'on était réglé sur une horloge biologique de 24 heures. Bon. En gros, à 10h30, c'est rideau pour le cerveau. Donc, il t'envoie un message déjà, tu commences à être un peu fatigué, tu commences à bâiller, tu vois. Et donc, là, tu sens la fatigue et le besoin d'aller dormir. C'est ta mélatonine qui commence à monter. Parce que la mélatonine, elle est réglée sur 24 heures, comme toutes les autres molécules. Donc, elle est au plus bas dans la journée, elle est écrasée par la lumière. Là, je peux te dire qu'avec le spot, là, ma mélatonine, elle est vraiment écrasée. Je dormirai mieux cette nuit. Et donc, ensuite, quand l'obscurité commence à arriver, plus le cycle de 24 heures, eh bien, la mélatonine commence à monter. Et c'est là que tu ressens les premières envies de dormir. Bon. Donc, chez tout le monde, c'est 10h30, 11h. Parce que c'est le cerveau qui dit « Hé, maintenant, c'est mon temps à moi. » On est tous à peu près au même moment. Ah oui, à peu près. Alors, quand tu es adolescent, il y a un décalage. Tu es un peu en retard de phase. Donc, tu ressens plutôt le besoin de dormir vers minuit, 1h du matin. Ça, c'est dû aux hormones de croissance. Et quand tu es âgé, tu es plutôt en avance de phase. C'est-à-dire que tu commences à ressentir le besoin de dormir plus tôt. Mais tu te réveilles plus tôt aussi. C'est l'insomnie du sujet âgé. Bon, bref. Donc, mais globalement, c'est 10h30, 11h. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, vraiment, couchez-vous avant minuit. Parce que le cerveau, c'est ce qui vous permet de travailler. Donc, il faut prendre soin de lui. Puis, je vais t'expliquer tout ce qui se passe pendant une nuit de sommeil. C'est fabuleux. Parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais pas du tout. Bref. Donc, et qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, moi, il y a 20 ou 30 ans, quand les gens me disaient « je me couche tard », c'était minuit. Maintenant, quand les gens me disent « je me couche tard », c'est 2h du matin. Et quand tu dois te lever à 7 ou à 6, tu te rends compte? Tu n'as que 4 à 5 heures de sommeil. C'est comme si tu avais 2 nuits blanches dans la semaine. Ton cerveau, il pète un câble. Et tu vas payer cher. Tu vas payer cher parce qu'une nuit perdue, ça ne se rattrape pas. Tu vas le payer en quoi? Si tu te couches trop tard, tu vas être fatigué le lendemain. Fatigue physique, t'as froid, t'es pas bien, t'as certainement pas envie de bouger et t'es beaucoup plus attiré par le sucre. Donc prise de poids plus. Et si en revanche tu te lèves très très tôt le matin,
comme ça se voit dans certaines professions, à 4 heures ou 5 heures du matin. Alors, travail de nuit, c'est même encore pire. Mais si tu te lèves très, très tôt le matin, tu te prives du sommeil du matin, qui est riche en sommeil paradoxal. Et c'est le sommeil des rêves, et c'est le sommeil des fonctions cognitives, la mémoire et tout ça. Tu sais d'ailleurs, les présentateurs radio ou télé qui assurent la première émission de 6 heures du matin, tu remarqueras qu'ils ne tiennent pas longtemps. En général, ils restent là 3-4 ans et après ils arrêtent parce qu'ils sentent qu'ils ont des difficultés d'élocution, qu'ils ont des trous de mémoire. Et ça, c'est parce qu'ils manquent de sommeil paradoxal en se levant à 3-4 heures du matin pour prendre la première édition de 6 heures. Donc tu vois, tous les métiers où soit tu te couches très tard, soit tu te lèves très tôt, soit tu travailles toute la nuit, ce sont des métiers qui t'emmènent droit dans le mur. Fatigue, prise de poids, diabète, cholestérol, maladie cardiovasculaire. Voilà. Et donc là, on le voit, les gens se couchent de plus en plus tard, même les enfants. Mais tu sais, mais je suis effarée. Tu sais qu'un enfant, à ton avis, combien d'heures de sommeil il lui faut, un enfant ? Un enfant de quel âge ? Allez, on va dire un enfant de 7 ans. 7 ans. 7 ans, je pense qu'il lui faut 10-11 heures. Voilà. Ouais. Bon, bah, tu t'es douté que c'était beaucoup aussi. Ouais. Ah, Bon. Mon frère a un fils qui a 2 ans et il dort entre 12-13 heures déjà. Ah bah, donc, bien sûr, okay. bien sûr. Donc tu as très bien répondu. C'est ça, c'est 10-11 heures. Donc ça veut dire qu'un enfant qui doit se lever à 7 heures du matin pour aller prendre son école à 8 heures, tu vois, 7 heures, s'il lui faut 10-11 heures de sommeil, ça veut dire qu'il doit être au lit à 20 heures. Quelles sont les familles où les enfants sont encore au lit à 20 heures ? Eh bien, il y en a de moins en moins, figure-toi. Ouais. Parce que le petit frère, il va rester avec le grand frère. Ils vont regarder le film qui débute à 21 heures, qui se termine à 22h30. Et très souvent, les enfants, maintenant, ils sont au lit à 10h, 10h30. C'est une catastrophe. D'ailleurs, les instituteurs le disent bien. Ils roupillent, les enfants. Enfin, c'est une catastrophe. Bon, donc, et il n'y a pas que les enfants. Les ados, minuit, 1h du matin. Tu te lèves à 7h pour prendre tes cours à 8. Voilà. L'ado, il a besoin de 9 heures de sommeil. Hein. Et en moyenne, il en a 5 à 6. Et puis les adultes, bon, bah, la cata aussi. Bref, manque de sommeil pour tout le monde. Pour tout le monde. Et là, qu'est-ce que ça donne ? Bah, comme je l'ai dit, fatigue, prise de poids et des tas de problèmes de santé. Donc tu vois, on est mauvais en tout. Merci la société. Hein. La malbouffe, la sédentarité et puis le manque de sommeil. Donc il faut tout revoir. C'est pour ça que j'ai lancé la napsothérapie parce qu'il y en a marre. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, moi, sur le sommeil, j'ai vu plein de choses différentes sur comment est-ce qu'on pouvait mieux dormir. Tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est, Brian Johnson, ça te parle ou pas ? C'est un Américain qui a lancé un mouvement qui s'appelle Don't Die, en gros, pour essayer de dire aux gens de comment devenir immortel. Voilà. Oui. Et donc, il explique plein de choses, mais il explique que pour lui, le plus important, c'est le sommeil. Il dit, voilà, c'est un peu comme s'il y a une loi de Pareto. Il dit, voilà, il faut se concentrer sur le sommeil. Ça fait 80% des effets là-dessus. Et donc, bon, il dit plein de choses. Notamment, il dit, il faut absolument réduire son BPM avant de se coucher, quoi. Il faut réduire son rythme cardiaque, de ne pas s'exciter forcément juste avant de se coucher, donc pas regarder d'écran. Bien sûr. Il parle de prendre potentiellement des douches froides, ou en tout cas rafraîchir la pièce dans laquelle on va dormir. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Couper les écrans, voilà, réduire le BPM, je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses simples qu'on peut mettre en place pour s'assurer que se coucher toujours à la même heure aussi, pour avoir une régularité, voilà, tous les jours exactement à la même heure, se mettre un réveil pour potentiellement aller se coucher, se rappeler d'aller se coucher en fait. Est-ce qu'il y a des choses simples qu'on peut mettre en place pour s'assurer de s'endormir, parce que parfois on a envie de dormir, on se dit allez ce soir je me couche tôt, 22h30, puis on est comme ça dans le lit, on n'arrive pas du tout à s'endormir. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ? Alors d'abord il faut connaître son propre besoin de sommeil, parce que tu sais il y a des gens qui ont besoin de 8 heures, mais il y a aussi des grands dormeurs qui ont besoin de 9 heures et des petits dormeurs qui ont besoin de 5-6 heures de sommeil. Il faut savoir dans quelle catégorie tu te situes. Ensuite, comment le savoir ? Tu utilises tes vacances en fait pour ça, parce que pendant tes vacances tu vas voir à quelle heure tu te réveilles spontanément le matin. Et ensuite, tu vois à quelle heure tu t'es couché. Et tu vois donc le nombre d'heures qu'il t'a fallu pour être bien dans la journée. Ensuite, une fois que tu sais ça, que tu sais qu'il te faut tes 8 heures, par exemple, ensuite, tu te dis, bon, moi, dans mon boulot, pour être à 9 heures au boulot, je dois partir à 8 heures, donc je dois me lever à 7. Sachant que j'ai besoin de 8 heures de sommeil, ça veut dire qu'il faut que je me couche à 23 heures. Et il faut le temps de s'endormir aussi. Oui, alors si tu mets du temps à t'endormir, moi personnellement, en 5 minutes, je m'endors. Ah ouais, t'as de la chance. Oui, j'ai de la chance. Mais parce que tu vois, je suis pas là dans mon lit avec mon téléphone. Parce que quand tu regardes l'écran, tu as une lumière bleue qui excite ta rétine et tu es reparti pour un cycle d'1h30. Tu vas pas t'endormir avant 1h30. Donc déjà, moi, je prends un bouquin.
Voilà. Et le bouquin, tu t'endors beaucoup plus vite avec un bouquin qu'avec un écran. L'écran te réveille et tu vas mettre 1h30 à t'endormir. Le livre, il t'endort. Surtout si tu lis en position allongée. D'accord. C'est le truc. Bon. Ensuite, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit avant. C'est-à-dire que tu prends ta douche fraîche. Pourquoi ? Parce que la nuit, tu sais, je t'ai parlé de ces cycles de 24 heures. Ben, la nuit, le corps se refroidit. Tu as 37 de moyenne dans la journée. La nuit, ton corps est à 36. D'accord. Donc, si tu as trop chaud la nuit, tu dors pas. Voilà. Donc, il faut avoir une chambre fraîche. Je rajouterai ça. 19 degrés. Surtout pas mettre le chauffage. Il vaut mieux être sous la couette, à la limite, la fenêtre ouverte. Voilà, et pas plus de 19 degrés dans la chambre. Là, D'accord. tu dors très, très bien. Tu prends une douche fraîche, pas une douche chaude ou un bain très chaud, c'est pas bon parce que tu remontes ta température. Ensuite, tu te calmes. Si tu écoutes de la musique, c'est pas non, c'est plutôt une musique classique, douce. Enfin, tu vois, tu te prédisposes à t'endormir. Voilà. Et puis quand tu rentres dans ton lit, tu sais que c'est pour y dormir, quoi. Tu te sens bien. Tu accueilles le sommeil comme un peu une bénédiction. Tu sais que hop, tu vas partir. Et comment tu fais si, je sais pas, tu repenses à tes problèmes de la journée, tu repenses à que tu as plein de choses à faire demain, tu as plein de meetings importants, de tournages, de choses. Comment tu arrives à te détendre par rapport à ça, par rapport à toutes les pensées qui se viennent dans ta tête, tout simplement? Tu as le sas quand même, tu as le sas du dîner. Tu as le sas du dîner. Justement, quand tu rentres du boulot, quand tu es en famille, et que tu prépares la cuisine, tu fais le repas, tu rigoles, tu mets un peu de musique, ça y est, tu es censé ne plus penser à tes problèmes. Donc, tu n'es pas censé retravailler après le dîner? Non, jamais de la vie. Okay. Alors là, si tu te remets devant ton ordi et que tu travailles après le dîner avant de t'endormir, je peux t'assurer que tu t'endormiras pas avant 1h du matin. Je te confirme. Je te confirme, ok. Oui. D'accord, donc essayez. Ok, donc une fois que tu es parti du boulot, parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc depuis le Covid, il n'y a plus vraiment la séparation, lieu de travail, lieu de chez soi. Voilà, oui, tu as raison. Et le télétravail, ça fait beaucoup de mal. Ça fait beaucoup de mal parce que, en termes de santé, ça dépend des gens, mais moi, j'ai beaucoup de patients quand même qui sont en télétravail. Et alors, bien sûr, il n'y a plus l'heure de trajet, les transports en commun, les machins, les trucs. Tu es là serré comme une sardine dans ton wagon, on est bien d'accord, il n'y a plus ça. Bon. Mais en revanche, ils sont chez eux, ils commencent quand ils veulent, d'accord. Mais ensuite, il n'y a plus de déjeuner, ils sont là, devant l'écran, à bosser. Il n'y a plus de temps pour le déjeuner ou alors on va se servir. Il y a du grignotage toute la journée, il n'y a plus de repas structurés. Et puis, tu as raison. Après, c'est très difficile de trouver, si tu veux, de mettre une frontière entre le travail et ensuite le loisir, s'occuper de soi. Voilà. Alors que quand tu vas bosser, tu arrives au bureau, tu quittes le bureau, tu rentres chez toi, ça y est, c'est une autre vie qui commence. Donc moi, j'invite vraiment à savoir faire la séparation. C'est essentiel. Parce que sinon, d'abord ça peut arriver à quoi ? Au burn-out. Parce que justement, tu n'as pas ce temps de respiration. Et puis, ça peut poser problème avec le sommeil. Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de patients insomniaques qui ressassent toute la nuit. Tu sais, il y a une expression en grec, qui dit krevato murmura. C'est le murmure du lit. C'est la nuit, tu as une espèce de murmure quand tu es réveillé qui fait que tu penses tout le temps et tu vois tout en noir. Tu vois tout en noir. Ouais. Et quand tu donnes beaucoup trop d'importance à tes problèmes, va savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Et le matin, quand tu te réveilles ou que tu vis tes situations, tu te dis, bon sang, mais franchement, j'ai perdu ma nuit pour rien parce qu'il n'y avait aucun problème. Tu vois ? Donc ça ne sert à rien. Il faut dormir. On a besoin de ce sommeil. Ce sommeil, c'est comme ton ordi. Quand tu le fermes, si tu le laisses ouvert plusieurs jours de suite, à un moment donné, il y a des bugs. Ton ordi, il a besoin d'être fermé aussi pour se régénérer. Et le cerveau, c'est pareil. Parce que tu le soumets à rude épreuve, le cerveau, dans la journée, quand même. Et la nuit, il faut pas penser qu'il ne se passe rien. Tu sais, il y a un Américain, je crois, qui explique que le sommeil, ça sert à rien. C'est du temps perdu. Et qu'il faut se lever, si tu veux réussir, il faut te lever à 4-5 heures du matin parce que tu gagnes du temps sur les autres. Formidable. Et alors, il est là, il se jette dans un seau d'eau glacée, il soulève des pneus, enfin, dingue. Bon, il est le seul à faire ça et qui continue, mais c'est absolument contre-productif, ce truc-là. Tu as besoin de tes 8 heures de sommeil, pourquoi ? Parce que quand tu fais travailler tes neurones dans la journée, les neurones, c'est comme tes cellules. Comme elles travaillent, elles produisent des déchets azotés. Elles ont besoin de se nettoyer. Et c'est pendant la nuit que tu détoxifies tes neurones.
Donc, si tu as tes 8 heures de sommeil, tu fais bien le nettoyage dans tes neurones. Et si tu n'as que 5 heures de sommeil tout au long de ta vie, tu as des neurones encrassés. Et qui dit neurones encrassés, dit mauvais vieillissement du cerveau. Et ça fait le lit des maladies dégénératives du vieillissement, entre autres Alzheimer, Parkinson, où les neurones sont encrassés par des protéines toxiques. Et Alzheimer dans la région de l'hippocampe, qui est la région de la mémoire. Bon. Donc, il se passe ça. Déjà, nettoyage. Ensuite, pendant que tu dors, tu fabriques des antioxydants. Tu respires, on respire tous. L'oxygène qu'on respire, il oxyde notre ADN, il fait vieillir nos cellules. Donc, notre corps est équipé d'antioxydants. Et bien, pendant la nuit, tu fabriques en plus des antioxydants. Pendant la nuit, c'est même une forte production. Donc, tu vas diminuer l'oxydation de tes cellules. Tu fais aussi le nettoyage au niveau de l'oxydation cellulaire, donc tu préserves bien ton ADN. Après, pendant la nuit, tu mets en stockage, enfin, dans ta mémoire, ce que tu n'as pas eu le temps de stocker dans la journée. Parce que là, moi, je te parle beaucoup, mais il y a des tas de trucs que tu assimiles et il y en a d'autres que tu vas moins assimiler, que tu vas mettre dans un coin de ton cerveau. Et pendant que tu vas dormir cette nuit, bim, ça va revenir et ça va s'intégrer dans ta mémoire sur le moyen et long terme. D'ailleurs, c'est un truc bien connu d'apprendre ses cours, tu sais, avant de s'endormir, au motif que tu continues d'apprendre pendant la nuit. Donc la mémoire des gestes, la mémoire des textes, ce serait absolument délétère et pour un sportif et pour un acteur de théâtre de ne pas dormir assez parce qu'il oublierait la moitié de ses mots. Voilà. Et puis, pendant que tu dors, tes hormones, il y en a qui sont en plein régime, d'autres qui sont au bas régime, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas sur 24 heures. Tu fabriques des hormones sexuelles, par exemple. Quelqu'un qui serait en déficit de sommeil aura des problèmes de fertilité. Tu fabriques de l'hormone de croissance. Donc, un enfant qui est en manque de sommeil, il ne grandit pas aussi bien que s'il avait suffisamment de sommeil. Tu te rends compte de tout ce qui se passe pendant tes 8 heures de sommeil. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça fait partie de l'hygiène. Le sommeil, c'est sacré. Voilà. Et moi, on ne touche pas à mon sommeil. Moi, à 10h30, ciao, je m'en vais, je vais me coucher. J'adorerais faire comme toi, mais j'y arrive pas. Mais je vise d'y réussir. Moi, Toi, quel est ton problème avec le sommeil ? En fait, j'ai pas le temps de dormir. Je sais que quand je dors 8 heures, ma journée du lendemain est exceptionnelle. C'est-à-dire que je peux absorber n'importe quel stress, je peux absorber n'importe quelle toxicité aussi. Parfois, il y a des gens où tu vois qui sont pas bien, qui sont toxiques, mais tu arrives à le gérer. Tu sais que c'est parce qu'ils sont pas bien dans leur vie qu'ils répondent comme ça ou qu'ils prennent tout mal et tout ça. Et donc, j'arrive à gérer à chaque fois à la fois les gens qui vont pas bien et j'arrive à bien gérer les gens qui vont bien. Et je pense que globalement, j'ai une bonne énergie et du coup, j'envoie une bonne énergie aux gens, quoi. À l'inverse, quand je suis fatigué, c'est très très dur, je réponds mal, je m'énerve vite, je me stresse vite, je prends de travers une remarque qui n'était pas forcément malveillante à la base, et donc ma journée est radicalement différente, quoi. Et donc je sais que c'est sacré, je sais que ça changerait tout, et je pense que sur le sport et sur la nutrition, je fais les choses bien. Mais juste, je n'ai pas le temps de dormir 8 heures, en fait. Quand je termine mon dîner, il faut que je retravaille 2-3 heures. Et il faut qu'ensuite, je me couche. Et le matin, je sais pas, il y a une interview, il y a une conférence, il y a un truc, je dois être avec les équipes. Voilà, j'ai pas le temps, physiquement, de dormir 8 heures par jour, quoi. Voilà. Et parfois aussi, et j'ai du mal à accepter qu'effectivement, le lit, c'est le lieu du sommeil. Et que quand je suis dans mon lit, c'est pas là que je vais résoudre les problèmes de mes boîtes, les problèmes qu'il peut y avoir, les tensions qu'il peut y avoir. Mais parfois, je suis dans mon lit à réfléchir, à ressasser à tout ça. Alors que j'ai pas assez de hauteur de vue pour me dire, voilà, là on est dans le lit, il faut dormir et demain est un autre jour et on résoudra les problèmes demain, quoi. Parce que tu es un hyperactif du cerveau, en fait. Peut-être. Tu es un hyperactif du cerveau. D'un autre côté, est-ce que tu pourrais pas te dire, si je manque de sommeil, demain je vais moins bien travailler. Est-ce que tu peux pas te dire ça et te dire, après tout, ces 2-3 heures que je pourrais consacrer à travailler, je vais les perdre demain parce que je serai moins productif. Et si je me couche tôt et que je fais une bonne nuit, mes 2-3 heures de travail que je n'ai pas faites ce soir, je vais les gagner parce que je les ferai demain. Tu pourrais dire ça aussi, pour être convaincre. Ce que tu dis est vrai, mais si tu veux, le problème que j'ai, c'est que pendant la journée, je suis en tournage, je suis en train de donner des conférences, faire des choses. Donc en fait, le seul moment où je peux vraiment répondre à mes mails, il y a des gens qui attendent des réponses de moi et ils me disent, voilà... Et donc en fait, le seul moment où je travaille, c'est entre 21h et 23h ou entre 21h et minuit. Le reste de la journée,
je ne travaille pas, entre guillemets, je fais de la représentation, des conférences, des tournages, des choses, quoi. Donc, Mais je te comprends tout à fait, parce que je ne suis pas loin de vivre la même chose. Okay. Parce qu'avec tous mes élèves, j'ai une charge de travail, tu ne peux pas imaginer. J'ai mes activités hospitalières, 3 jours par semaine. J'enseigne à l'école de diététique de Paris, où j'enseigne aux futures diététiciennes. Toute la journée du vendredi, 7 heures de cours, non-stop. Enfin, j'ai l'heure du déjeuner, bien sûr, mais 7 heures de cours. Crois-moi, il faut aimer parler. Mais ça va. Bon, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Il me reste le jeudi, le samedi et le dimanche pour pouvoir m'occuper de mes élèves napsothérapeutes. J'en ai quand même plus d'une centaine par an, t'imagines? Ça fait quand même des grosses classes dont il faut que je m'occupe parce que la formation, elle dure 9 mois. Et il y a des cours, il y a des visios à prévoir, il y a des devoirs à corriger, il y a des examens à faire passer. Il faut répondre à la centaine de mails qui tombent tous les soirs. Et je me fixe comme objectif, quand je rentre, que tout ce qui m'est arrivé comme mail dans la journée soit évacué. Parce que sinon, j'accumule un retard. Et à la fin de la semaine, je ne te raconte pas, j'ai 1000 mails à gérer. Bon. Donc, j'ai cette... Mais... je suis quelqu'un de très bien organisé. Je ne perds jamais mon temps. C'est-à-dire que quand je reviens de l'hôpital, clac, 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 je me fais mon petit sas de décompression et hop, je me remets au travail. Bon. Ensuite, je sais combien de temps je vais consacrer pour préparer le repas. Si j'ai encore un petit quelque chose à faire, mais je ne dépasse pas à 21h30 parce qu'après, si je travaille plus tard, je m'aperçois que j'ai du mal à m'endormir. C'est pour ça que je te le dis, mais je comprends très bien ce que c'est. Et moi, les week-ends, je travaille beaucoup aussi. Donc, finalement, j'ai assez peu de temps pour faire du sport en salle, etc. Mais je suis quelqu'un de très actif. C'est-à-dire que je marche tout le temps. Voilà, je monte tout le temps des escaliers, je suis tout le temps en mouvement. À l'hôpital, je cherche la difficulté. Au lieu de prendre l'ascenseur, tac, 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 je monte les étages. Tu vois, je cherche tout le temps l'occasion de me dépenser. Voilà. Et mon corps me dit merci au final. Voilà, on est toujours récompensé. Et les gens qui pensent que parce qu'ils sont jeunes, il ne peut rien leur arriver, ils se trompent. Parce que les artères, il faut prendre soin d'elles depuis notre plus jeune âge. Parce qu'une fois qu'elles sont encrassées, on ne peut plus revenir en arrière. En fait, il y a une vraie acceptation de la limite. C'est-à-dire que tu optimises tout, tu es très bien organisé, mais le soir, tu as fait de ton mieux pendant la journée. Et puis, il faut accepter qu'il y a une limite. Il faut dormir, on ne peut pas non plus bosser 24 heures sur 24. Je me dis, c'est l'heure d'aller dormir, tu vois. Tu as parlé un petit peu de burn-out tout à l'heure. Je ne sais pas si tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui ont des problèmes de santé mentale aujourd'hui. Oui. Comment faire déjà pour comprendre qu'on est en situation de burn-out et pour faire la différence entre là c'est un moment dur, je travaille beaucoup, je suis un peu fatigué, mais ce n'est pas non plus un burn-out, ou là je suis vraiment en situation de burn-out. Et si jamais c'est le cas, est-ce que tu as des conseils pour les gens pour gérer ces problèmes de santé mentale? Les gens qui rentrent en burn-out sont des gens qui l'ont pas vu arriver, qui ont pensé que ça n'était qu'une simple fatigue. Et dans le fond, je verrai bien plus tard, je rattraperai plus tard. D'abord, le burn-out, c'est un problème chronique. Ce sont des accumulations de choses qui font qu'un jour, on pète un câble. Déjà, moi, je pense que l'atmosphère de travail et le bonheur qu'on peut avoir à travailler, c'est hyper important. Parce que quand tu travailles beaucoup, que tu donnes beaucoup de toi, mais que tu le fais sous la pression, ça, c'est terrible. Ouais. Parce que tu as un stress. Et quand tu commences à ne plus arriver à dormir à cause de ce stress, là, il y a un signal d'alarme. Tu vois ? Tant que tu dors bien, je pense que tu n'es pas en burn-out. Si tu dormais bien avant et que tout d'un coup, tu te mets à avoir des problèmes de sommeil, à traîner une fatigue chronique, à commencer à chercher tes mots, à ne plus savoir où tu es de temps en temps, à avoir des blancs, ça veut dire que le burn-out, il n'est pas loin. Et à ce moment-là, il faut savoir... C'est peut-être le moment où, justement, tu te poses, tu pars un week-end avec quelqu'un, bon bref, tu fais le point, tu reprends de la hauteur sur la chose, et de façon à identifier le problème. Est-ce que le problème, il vient d'un supérieur hiérarchique qui me maltraite? Est-ce que le problème, il vient d'une surcharge de travail? Il faut que j'en discute parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Il faut identifier le problème et chercher la solution. Parce qu'on n'est pas corvéable à merci. Voilà. Il y a des gens, moi parmi mes patients, j'en connais beaucoup, qui pensent qu'il est normal de continuer de travailler chez soi le soir, parce que tu continues de recevoir des mails. D'ailleurs, il y a des consignes maintenant dans les entreprises. La qualité de vie au travail, maintenant, c'est quelque chose qui est bien maîtrisé, qui est un service en soi, et on n'a plus le droit, normalement, d'envoyer des mails ou de demander quoi que ce soit à un salarié quand le travail est terminé.
Donc, tu vois, il y a des systèmes de protection qui commencent à être évalués et imposés dans les entreprises. Ce n'est pas le cas de toutes les entreprises, on est bien d'accord. Mais mon conseil, c'est qu'à partir du moment où le sommeil commence à être touché, c'est un signe. D'accord. Voilà. Et il faut s'arrêter, prendre de la hauteur, identifier le problème et en parler. Ouais, je suis très aligné avec tes conseils. Moi, j'ai fait à un moment une dépression, tu vois, dans mon travail quand je bossais en banque. Oui. Je considère aujourd'hui que c'est une chance parce que j'ai su rebondir, en fait, et ça m'a aidé à, je pense, principalement, je dirais, à plus m'aimer la personne que je suis maintenant que je l'étais avant et plus comprendre qui j'étais. Voilà, donc je considère vraiment que c'est une chance. Mais effectivement, ça a commencé par accepter que ça allait pas bien, accepter quelle était la source du problème, comme tu l'as dit, accepter que c'était pas dramatique, c'est-à-dire que je suis pas le seul au monde à aller pas bien et qu'il y a d'autres gens qui vont pas bien et il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner ces gens, donc accepter d'en parler et de se faire accompagner. Tout à fait. Et c'est pas une honte. Voilà, c'est ça. Faut pas avoir honte. Exactement. Je pense que c'est les messages importants. Il faut sauver sa peau. Et moi, la troisième et dernière chose qui m'a aidé, c'est, tu vois, dépression de stade 1, t'as plus d'énergie pour faire les choses qui sont les trucs administratifs, les trucs voilà, qui te saoulent. Et stade 2, c'est en fait même les trucs que t'aimes bien, t'as plus envie de les faire. Et bien voilà, c'est exactement ça. Tout d'un coup, tu te dis, mais pourquoi je fais ça ? C'est ça. Et alors moi, ce qui m'a aidé en fait à rebondir, c'était justement de me concentrer sur les choses que j'aimais bien. C'est-à-dire, moi, ce que j'aimais bien, c'était les jeux vidéo, voilà. Et donc, je me suis mis à faire que des jeux vidéo, me le faire très bien, tu vas le faire à un niveau presque professionnel et tout ça. Et en fait, c'est ça qui m'a aidé à rebondir, quoi. Oui. Donc, et puis après, une fois que tu reprends goût à ça, après tu reprends goût un peu aux autres choses aussi. Donc, Oui. bon bref, très, très aligné avec tes différents conseils. L'autre question que je voulais te poser, c'est que voilà, on a parlé de sommeil, d'alimentation, d'activité physique. Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Est-ce que c'est accessible aussi aux gens qui ont peut-être un peu moins de moyens, Bien par sûr. exemple de manger bien, de manger équilibré ? Est-ce que c'est accessible à tout le monde ? Tout à fait, tout à fait. Alors, après, tout dépend de ce que tu peux choisir. C'est vrai que les problèmes d'obésité concernent plus souvent les populations en situation de précarité que les populations qui ont les moyens. Parce que quand tu as les moyens, tu peux t'inscrire dans une salle de sport, tu peux refaire du sport encore le week-end, tu peux t'acheter des aliments de qualité, de la bonne viande à 39 € le kilo, du poisson frais, etc. Des tomates qui n'ont pas un goût d'eau. Voilà, Ouais. et c'est vrai que ça coûte cher. Néanmoins, et la réalité, elle est là. Hein. Ces populations-là, elles se nourrissent beaucoup de féculents parce qu'ils ne font pas toujours 3 repas par jour. Ils n'en font que 2. Donc, quand tu as faim, tu n'as pas envie d'aller manger des carottes crues. Voilà. Tu n'as pas envie d'être... voilà. Tu vas par contre aller chercher du bourratif, les pâtes, les pommes de terre. Et en plus, si c'est pas cher, ça t'arrange. Tu vas aller chercher des produits qui sont plutôt bas de gamme, des saucisses, des produits qui sont transformés, pas chers, mais qui sont de très mauvaise qualité. Donc, c'est terrible pour ces populations. Mais c'est vrai que l'information sur le fait qu'on peut manger sain, gourmand et pas cher, c'est vrai. Alors, comment on peut y arriver ? Par exemple, au niveau du poisson. Moi, je vais te dire la sardine. La sardine ! 4 millions de vues sur mes réseaux sociaux, la sardine. Rien que sur Instagram, tu te rends compte, 4 millions de vues pour dire manger de la sardine. Mais parce que la sardine, c'est un poisson extraordinaire. Tu es à moins de 10 € le kilo. La boîte de conserve, elle est là, elle est dans ton placard. Tu n'as plus qu'à l'attraper. Hop, tu enlèves l'huile. Tu as dans ton assiette un petit filet de citron, un toast grillé, une petite salade verte à côté, des tomates cerises. Tu te fais un repas succulent et qui est pas cher et qui est vraiment et qui est très très bon pour la santé. Tu vois, la sardine, le maquereau aussi en boîte. Bref, le poisson en conserve, c'est très bon pour la santé. Bon, le thon aussi. Bon, mais la sardine, c'est quand même mon petit préféré. Pourquoi c'est si bon la sardine ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Parce que dedans, il y a beaucoup de protéines, il y a beaucoup d'oméga 3 dont nous manquons, très bon, prévention des maladies cardiovasculaires. Il y a beaucoup de vitamine D, tu vois. On est en hiver, il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc, les poissons gras, c'est une excellente façon d'avoir la vitamine D qui nous manque. Tu m'as convaincu. Je vais m'acheter des sardines ce soir. Voilà. Tu vas voir, tu les écrases un petit peu. Hein, tu les mets sur du pain grillé. Tu mets un petit peu de beurre. Tu mets de la sardine par-dessus. Tu mets un filet de citron, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et tu as quelque chose d'extraordinaire. Tu penseras à moi ce soir. Je penserai à toi ce soir. Quand tu mangeras tes sardines. Voilà. Bon, donc ça, tu vois, c'est du poisson pas cher. Bon, le poulet, tu t'achètes un poulet plutôt que les poulets en morceaux parce que c'est plus cher en morceaux que ton poulet. Tu retires ton poulet, tu en as pour 2 jours ou 3. Bon,
Ensuite, qu'est-ce que tu as encore? Les fruits, les légumes, tu prends des légumes de saison. Tu peux les acheter en conserve ou surgelés. Ils ont les mêmes qualités nutritionnelles que du frais cuisiné maison. Simplement, c'est préparé beaucoup plus vite et c'est quand même moins cher de prendre de la conserve ou du surgelé. Bon, tu prends les fruits de saison, les pommes, les poires, on est en plein dedans en ce moment. Voilà. Les féculents, le riz, les pâtes, les pommes de terre, les légumes secs, c'est pas cher. Tu vois, les yaourts, c'est pas la peine d'aller acheter des yaourts de marque. Tu prends les yaourts distributeurs, sont les moins chers. Un yaourt est un yaourt. Fromage blanc, c'est pareil. Tu prends du fromage et puis voilà, tu as tes repas équilibrés. Donc, on peut très bien manger équilibré. Moi, il y a des tas de gens qui dépensent beaucoup trop d'argent en chips, en saloperies, des saucisses bas de gamme, des plats tout préparés qui sont bourrés d'additifs, alors que franchement, du fait maison coûterait beaucoup moins cher et serait bien meilleur pour la santé. Donc, il faut se réapproprier sa cuisine. Les œufs, j'allais oublier les œufs. 3 millions de vues sur mes réseaux sociaux avec les œufs. Un peu moins bien que les sardines. On met presque autant. Les œufs, c'est extraordinaire. Les œufs, tu manges des œufs, oui. Forcément pas. Les œufs, c'est formidable. C'est pas cher. Ça se garde longtemps, au froid ou à température ambiante. Tu les cuisines très facilement. Tu te fais une omelette, tu te fais des œufs sur le plat, tu les manges coques quand ils sont extra frais. Mais c'est une source de protéines et de qualité nutritionnelle extraordinaire. Tu as 9 vitamines sur 13 dans 2 œufs, à raison de au moins 25, voire 100% du besoin quotidien. Tu as les meilleures protéines qui soient, tu as du fer, de l'iode, du zinc. C'est extraordinaire tout ce qu'il y a dans ces 2 petits œufs. Voilà. Donc les œufs, mangez des œufs. Ça ne fait pas monter le taux de cholestérol. D'accord. C'est très bon pour la santé, les œufs. Bon, donc pas d'excuses là-dessus. Non, alors, on peut faire des soupes de légumes aussi. Tes légumes, ils sont périssables. Tu les perds pas. Tu te fais une bonne soupe avec. Il te reste de la viande. Tu la haches, tu te fais un hachis parmentier. Tu vois, ne jamais rien perdre. D'accord. Donc pas d'excuses. L'autre sujet dont je voulais te parler, c'est, alors je ne sais pas si tu vois ça passer, mais sur les réseaux, en ce moment, il y a une grande mode des compléments alimentaires. C'est-à-dire que les gens se disent, voilà, je mange peut-être mal, mais je vais compléter mon alimentation par un tas de compléments. Et il y a un peu des nutriments magiques, je ne sais pas, le zinc, le magnésium, voilà, tout ça. Est-ce qu'il y a vraiment, selon toi, des nutriments magiques qui ont des propriétés incroyables et qui suffiraient de les amener dans notre alimentation pour réduire un peu toutes les carences qu'on peut avoir? Alors, normalement, on a tout ce qu'il nous faut avec notre alimentation. À partir du moment où tu fais 3 repas par jour, que tu fais des repas bien complets, petit déjeuner, laitage, fruits, pain ou céréales, à midi, viande, poisson, œufs, légumes, féculents, pain, fromage ou yaourt et fruits. L'après-midi, des amandes, fruits. Et le soir, viande, poisson, œufs ou légumes secs pour les végétariens et des œufs. Légumes plus laitage et fruits. Normalement, si tu manges comme ça, tu ne manques de rien. Tu n'as aucune carence, sauf peut-être en vitamine D, où il faut te faire supplémenter par ton médecin parce qu'il n'y a pas assez de soleil. Bon, et que les gens ne mangent pas assez de poissons gras. Malheureusement, il faudra manger 2 ou 3 fois par semaine. Déjà, tu vas faire très bien avec ta sardine. Tu renouvelles ça 3 fois par semaine. Tu auras ta vitamine D tous les jours. Ce sera très bien. Bon. Mais le problème, c'est que tout le monde ne fait pas comme ça. En France, 1 personne sur 2 ne mange pas équilibré, d'où les problèmes de poids. On en revient toujours à la même situation. Bon. Donc, tu as des gens qui sautent des repas, tu as des gens qui suivent des régimes, tu as des gens qui sautent le petit-déj parce que jeûne intermittent, tu as des gens qui vont faire du cétogène, qui vont manger totalement déséquilibré, tu as des gens qui se lancent dans le véganisme végétalien, qui suppriment des familles entières d'aliments, puis on te dit les produits laitiers, c'est pas bon pour la santé. Alors, tu en as qui suppriment tous les produits laitiers, il y en a qui disent la viande rouge, ça donne le cancer, donc plus de viande rouge, donc les légumes, c'est bourré de pesticides. Tous les régimes que tu as cités, là, cétogène, pas manger le matin, végétarien, tout ça, c'est pas bon pour la santé, tu dirais? Si tu veux, à partir du moment où tu décides de supprimer de ton alimentation des familles entières d'aliments, tu t'exposes aux carences. Voilà. Donc, si tu supprimes le lait, mais que tu manges des yaourts et du fromage, il n'y a pas de problème. Si tu supprimes la viande rouge, mais qu'à côté de ça, tu manges de la viande blanche et des œufs, il n'y aura pas de problème. Mais c'est à partir du moment où tu supprimes ça, puis encore ça, puis encore ça, puis encore ça, c'est là que tu vas avoir le plus de problèmes. Le régime cétogène, que des gens pratiquent pour maigrir, c'est hyper déséquilibré. Ça consiste en quoi, le régime cétogène? Ça consiste en la suppression des glucides. Donc, tu n'as plus de féculents, tu n'as plus de pain, tu as très peu de légumes, tu n'as quasiment pas de fruits, tu n'as plus que de la viande, du poisson, des œufs, et puis de la salade verte avec de la vinaigrette, et puis il n'y a rien d'autre, tu vois. Donc, c'est hyper carencé.
Voilà, Parce ça que peut pas être ton suivi corps longtemps. peut synthétiser des glucides, non? C'est ça, à partir du Et gras il fabrique des corps cétoniques Oui, à la place du glucose. Donc, ton gras, tu vas piquer dans ton gras de l'énergie pour fabriquer des corps cétoniques puisqu'il n'y a plus de glucose venant des glucides. Mais c'est complètement déséquilibré. Tu fais ça quoi? Tu fais ça 2 mois, puis après t'arrêtes. Tu as perdu 10 kilos peut-être en n'ayant pas faim. D'accord, très bien. Et après, tu reprends ton alimentation d'avant et puis tu reprends tous tes kilos. Voilà, moi, tous les obèses que je vois sont des gens qui ont 30 ans de régime derrière eux. Et à chaque fois, ils ont maigri, et puis ils ont repris, et ils reprennent plus à chaque fois. C'est comme ça qu'ils deviennent obèses. d'accord. Donc les régimes restrictifs, déséquilibrés, non, on n'en veut pas. Bon. Après, il y a les gens qui sautent les repas. Souvent, le petit déjeuner est une pauvre victime de ce jeûne intermittent. Ah, donc ça marche pas, le jeûne intermittent? Non, c'est pas... Bah, tu perds pas beaucoup avec ça. Et puis alors surtout, ça provoque des troubles du comportement alimentaire. T'imagines, tu sautes un repas. Moi, perso, si je devais sauter le petit-déj, mais je serais malheureuse. J'ai essayé une fois pour voir. Bah, je t'assure qu'en consultation, c'est la galère à partir de 11 heures. Je voyais plus clair. Enfin, je veux dire, j'avais un mal fou à me concentrer. J'étais fatiguée. J'étais au bord de l'hypoglycémie. Un petit déjeuner, tout le monde a faim le matin. Il faut manger quoi le matin? Eh ben, tu prends un produit laitier déjà, du lait, yaourt ou fromage blanc ou fromage. Ça, c'est pour le calcium et les protéines. Tu prends de l'énergie sous forme de pain ou des céréales ou des flocons d'avoine, ce qui te plaît, tu vois. Et puis, tu prends un fruit aussi pour les vitamines et les fibres. Tu vois, varié, toujours varié. D'accord. Aucun aliment n'est parfait. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Autre dimension importante, c'est la notion de matrice. Parce que pour en revenir à ta question sur les compléments, moi, je peux avoir un industriel qui me fait une gélule avec 12 vitamines sur les 13, parce qu'il n'y a jamais de vitamine K dans les compléments. Donc, il me fait 12 vitamines, mais ce ne sont que des vitamines. Ce sont des produits qui cohabitent les uns avec les autres. Quand tu manges un aliment, il y a ce qu'on appelle l'effet matrice. Il y a une interaction au sein de l'aliment entre tous ces composants. Les acides aminés des protéines interagissent entre elles. Elles interagissent avec la vitamine C qui va interagir avec le fer, etc. Tu comprends? Il y a un effet matrice au sein de l'aliment. C'est pour ça que rien ne remplacera jamais une alimentation variée et équilibrée et suffisante. Rien. Maintenant, tu me disais, est-ce qu'il y a des trucs miracles? C'est vrai que tout le monde a le droit d'être fatigué. Comme les gens mangent mal, c'est pas avec de la malbouffe, des burgers, des pizzas, des trucs qui t'apportent que du gras et très peu de vitamines que tu vas couvrir tes besoins. Donc tout le monde ressent très vite cette fatigue, surtout au moment de l'hiver. Donc hop, on se précipite dans les pharmacies, donnez-moi quelque chose, je suis fatigué. Et le pharmacien, il va te proposer des formules vitaminées dans lesquelles il y a... Alors, à mon avis, ils ont tous le même fournisseur. Tu retrouves pratiquement la même composition. Dans ton comprimé, tu vas avoir tes 12 vitamines qui couvrent 100% de ton besoin quotidien. Et puis, chacun va avoir sa petite marque de fabrique, un petit peu de chrome, un petit peu d'oligo-éléments à droite, à gauche. Mais en gros, la structure est la même. Alors, tu vas me dire, est-ce que c'est miracle? Moi, je vais te dire oui et non. C'est miracle si tu es carencé. Parce que si tu es carencé, le fait que tu prennes tes vitamines, tu vas combler tes carences, tu vas te sentir beaucoup mieux. Mais le but ultime, c'est quand même que tu ne sois plus carencé. Donc tu vois, tu mets un pansement sur le bobo, mais là, tu ne soignes pas le bobo. Donc en fait, il faudrait que tu apprennes à manger beaucoup plus équilibré pour ne plus avoir de carences. Mais ton complément t'aura permis de retrouver de l'énergie en l'espace de 2 mois de cure, par exemple. Après, il faut te dire, mais dans le fond, je vais manquer de quoi? Parce que si tu prends un truc à l'aveugle, finalement, tu n'es pas sûr de taper au bon endroit. Et oui, il y a des risques, non? C'est l'auto-prescription, le fait de se dire, allez, moi je vais me mettre du magnésium, du zinc et tout ça, alors que si ça se trouve, j'ai pas du tout de carence. Est-ce qu'il n'y a pas un risque avec ça, je sais pas, de faire des calculs rénaux ou de faire des... Mais tout à fait, il peut y avoir des risques. Alors les risques, si tu es à 2 fois ton besoin quotidien, il n'y a pas de risque. Si tu es à 10 fois ton besoin quotidien, parce que tu as pris une formule déjà bien chargée, que tu as pris un autre complément qui a également ça dans sa formule et que tu cumules avec tes différents compléments, parfois tu peux te retrouver à 5 fois, 10 fois le besoin quotidien. Et là, tu peux éventuellement avoir des problèmes de santé. Oui, tu peux, entre autres, avoir des calculs ou autres. Tu vois? Et donc, il vaut mieux savoir, et c'est pour ça que j'encourage toujours d'aller faire un bilan sanguin. Quand on est fatigué, c'est pas normal d'être fatigué. Un bilan sanguin pour identifier les carences. Et quand le médecin identifie la carence, à ce moment-là, carence en fer, hop, on supplémente en fer. Ne jamais se supplémenter en fer si on n'est pas sûr d'en manquer. Et ça, le bilan complet, excuse-moi, je reviens là-dessus, mais on est obligé d'aller voir un médecin généraliste d'abord. On ne peut pas juste aller dans un centre et dire, voilà, faites-moi le test complet. Non, tu peux pas faire ça. Non, ça n'existe pas. C'est sur ordonnance médicale. D'accord. Oui.
Autre complément dont on parle énormément aujourd'hui, alors je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est la créatine. Oui. Ça te parle? Oui. Créatine, on dit que voilà, c'est miracle à la fois pour les muscles, pour le cerveau et ça. Alors on recommande de boire énormément parce que tu fais un peu de rétention d'eau, mais est-ce que la créatine vraiment, notamment sur le cerveau, non. Non, franchement, les bienfaits de la créatine sont largement outrepassés. Par contre, c'est jamais bon de prendre quelque chose en quantité excessive. Donc la créatine, ça fait pas de mal à petite dose, mais ça peut faire du mal à haute dose. Donc non, il faut jamais. C'est comme la whey, tu vois. En fait, la créatine, elle est très recommandée dans les milieux du sport. D'accord. Voilà, c'est pas fait du tout pour Monsieur tout le monde. Ça n'a aucun intérêt. Franchement. Donc là, pour les sportifs de haut niveau, ils sont à la recherche de tout ce qui peut doper la fibre musculaire et la fibre cardiaque, entre autres, puisque c'est là qu'elle agit, la créatine, entre autres. Et donc, ça te permet d'avoir une meilleure performance. Mais quand tu es vraiment à la recherche de l'ultra-performance, franchement, pour monsieur, madame, qui fréquente sa salle de sport 2 ou 3 fois par semaine, ça n'a pas grand intérêt. La whey, ça, en revanche, c'est différent. Tu vois, la whey... tu sais, c'est de la poudre de lactosérum. En fait, c'est du lait. Dans le lait, il y a 2 types de protéines. Il y a la caséine et il y a les protéines de lactosérum. D'accord. Ces protéines de lactosérum, une protéine, c'est comme un collier de perles dont les perles sont des acides aminés. Elles ont, parce que elles sont nombreuses, elles ont la capacité, quand elles sont digérées, de libérer très vite dans le sang leurs acides aminés constitutifs, qui sont ensuite très vite fixés par les fibres musculaires. Quand tu fais un effort de grande intensité, tu déchires tes fibres musculaires, et c'est comme une plante qui manque d'eau. Quand tu l'arroses, elle est avide de l'eau. Et bien, quand tu prends des protéines dans la demi-heure ou l'heure qui suit la pratique de l'effort, tes fibres musculaires sont avides de ces acides aminés, et elle va se refaire tout de suite sa santé, voire même se développer davantage. Donc il faut prendre les protéines juste après le sport, au moment où on a un peu déchiré le muscle. D'accord. Voilà, donc c'est dans les 30 minutes ou l'heure qui suit la pratique sportive. Donc tu prends ton shot de whey, donc c'est 30 grammes de protéines, de whey, et il y a 90% de protéines là-dedans, donc tu te prends entre 25 et 30 grammes de protéines. C'est l'équivalent d'un steak d'ailleurs. D'accord. Seulement si tu mangeais un steak, les protéines du steak sont lentement absorbées et diffusées, alors que les protéines de whey sont diffusées très très rapidement et redistribuées vers tes muscles. Donc c'est un excellent moyen, mais pour tout le monde, je dirais. Parce que tu sais, le problème, c'est pas ton problème parce que tu es jeune et que tu as une belle masse musculaire, mais plus les années vont passer, plus la masse musculaire va baisser. C'est physiologique, ça. Et donc ça devient un vrai problème parce que passé la soixantaine, les femmes, comme les hommes, voient qu'ils fondent du muscle. Et donc il faut trouver le moyen de préserver ces muscles le plus possible, en faisant du cardio, mais aussi de la muscu, et en alimentant le plus possible ces muscles en protéines. Enfin, le plus possible, dans certaines limites, parce qu'il ne faut pas non plus fatiguer les reins. Donc, le petit shot de whey après l'effort, c'est très bien. Ça permet justement d'alimenter en protéines les fibres musculaires et de lutter contre l'affaiblissement de la masse musculaire. Donc, finalement, c'est bon aussi bien pour l'ado qui fait du sport, l'adulte qui fait du sport, la femme senior qui voit sa masse musculaire diminuer, et chez les sujets âgés aussi. C'est un excellent moyen d'enrichir leur alimentation en protéines, dans certaines proportions, parce que n'oublions pas que les protéines, ça fait des déchets azotés, et qui doit bosser derrière après, ce sont les reins. Donc, pas trop non plus. Mais là aussi, c'est sur le conseil du médecin qu'on évite de faire des erreurs et de toujours tomber dans le trop. Globalement, pour les gens qui regardent beaucoup les macronutriments, qui calculent tout ce qu'ils mangent et tout ça, je dirais qu'il faut manger combien de protéines ? C'est entre 1 et 2 grammes par kilo par jour. Quelqu'un qui pèse 80 kilos, il mange entre 80 et 160 grammes de protéines ou... 160, c'est beaucoup. C'est pour un très gros sportif. Oui, puis tout dépend de quel type de sport, de quel type de sport tu parles. Disons que chez monsieur, madame, tout le monde, c'est 1 à 1,2 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Kilo de poids idéal. Si tu pèses 120 kilos, tu ne vas pas raisonner sur 120 kilos. D'accord. Tu vas raisonner sur les 60 ou 70 kilos que tu devrais peser. Donc, en moyenne, pour une femme, on est sur 60-70 grammes de protéines par jour, parce que c'est le poids normal d'une femme, 60. Et chez un homme, 70 kilos, tu vois, 70, 80 grands max. Donc, on est sur à peu près 80 grammes de protéines par jour. D'accord. Mais quand tu manges, par exemple, il faut savoir que le steak... donc, tu vois, tu es 160 grammes, là, tu es déjà à 2 grammes de protéines par kilo de poids et par jour. Ça c'est pour l'univers de la muscu. Et attention, sous strict contrôle. Parce que s'il y a des problèmes de reins, après, il ne faut pas s'en plaindre. Mais tes 100 grammes de protéines, disons, tu les as facilement.
Tu manges un steak à midi, il y a 20% de protéines dans le steak. Tu prends un steak de 100 grammes, tu as déjà 20 grammes. Tu recommences la même chose le soir. Tu prends un filet de poisson de 100 grammes, tu as encore 20 grammes. Tu es déjà à 40, tu vois. Tu prends 3 produits laitiers dans la journée. Il y a des protéines dans le fromage, dans le yaourt, dans le fromage blanc. Et hop, tu as facilement 30 grammes de protéines. Donc, tu vois, tu es déjà arrivé à 70. Bon, alors si tu prends ton petit shot de whey parce que tu as fait ta muscu pendant 1 heure, bon, tu en rajoutes 30, tu arrives à 100. Bon, ça va bien. Okay. Ça va bien. Alors, tu sais, on entend souvent aussi les gens qui sont en situation d'obésité ou de surpoids qui se disent, bon, là, je travaille beaucoup, c'est compliqué, je sais pas, je suis en classe préparatoire ou je travaille beaucoup dans mon travail, je m'en occuperai plus tard de ce problème de surpoids. Quel est le problème avec ça ? Non, c'est pas une bonne façon de raisonner. Parce que le plus tard, quand il est repoussé, si tu veux, c'est beaucoup plus difficile de perdre 10 kilos que d'en perdre 2. Et c'est pour ça que j'encourage toujours de se peser. Pas de se peser tous les jours, mais de se peser 1 ou 2 fois par mois. Se dire, mince, j'ai pris 1 kilo, il faut que je m'en débarrasse. Là, c'est facile. Tu vois, tu augmentes ta cadence sportive, tu revois ton alimentation, tu réinjectes des légumes à midi et le soir, tu manges moins gras. Tu te dis, bon, je faisais, je sais pas, moi, 4 restos dans la semaine, et je vais arrêter avec ça, et je vais revenir à des repas à la maison, et je vais cuisiner plus sain. Et je vais manger moins de sucre. Tu vois, je vais diviser par 2, par exemple, ma consommation de sucre. Je vais éviter les fast-foods. Je vais me remettre à manger plus sainement. Je vais remettre des légumes à chaque repas. Et surtout, je vais bouger. Il faut absolument bouger. Je vais bien dormir aussi. Il faut absolument que j'ai mes 8 heures de sommeil, parce que ça, c'est radical. Tu sais, d'ailleurs, tu l'as peut-être constaté toi-même, quand tu as tes nuits trop courtes, tu vois bien que tu es beaucoup plus attiré par le grignotage. Tu as envie de manger des biscuits, du chocolat, tu vois, des choses qui te font du bien. Parce que ton corps, il est fatigué et inconsciemment, il assimile cette fatigue à de l'hypoglycémie, donc il te pousse à manger sucré pour chercher le réconfort et te permettre de lutter contre la fatigue. Donc le manque de sommeil, ça te donne envie de manger sucré, tu es fatigué, tu bouges moins, donc il faut que tu réagisses vite. Voilà. Et le fait de dire « je m'en occuperai plus tard », moi, les obèses, c'est ce qu'ils ont dit toute leur vie. Et un jour, ils se réveillent et tout d'un coup, ils se disent « merde, je suis vraiment obèse là, il faut que je fasse quelque chose ». Donc non. Tu sais, je suis toujours étonnée de voir, moi quand j'ai quelqu'un qui pèse 140 kilos devant moi, je me dis « mais comment cette personne a fait pour laisser passer les 30 ans comme ça et supporter ces 60 kilos de plus ?» Mais comment ? Et les gens ont une propension à s'accepter tels qu'ils sont, y compris dans leur changement. C'est-à-dire qu'ils sont fatigués, ils ont des cernes, c'est pas grave. À force de se voir dans la glace tous les matins, ils finissent par s'y faire. Ils prennent du ventre, c'est pas grave. À force de se voir avec ce petit ventre, ils finissent par l'intégrer, tu vois. Et d'année en année, ils s'autorisent eux-mêmes de s'accepter tels qu'ils sont. Puis ça les arrange bien quelque part. Parce que tout nous pousse finalement à rester sédentaires. Tout nous pousse à se bouger. Même les sportifs le disent. C'est pas un plaisir pour eux d'aller en salle de sport. Au début, quand ils le font, ils se forcent. Le plaisir, il arrive pendant la séance. Il arrive après, quand ils rentrent chez eux, rincés sous la douche. Et après, waouh, qu'est-ce que je me sens bien. Mais tout le monde doit faire des efforts. Mais cette notion d'effort, elle est vraiment importante. Et je pense que les gens qui se laissent aller ou qui se laissent envahir sans réagir, c'est là qu'est le danger. Et c'est pour ça que j'ai développé ce métier de napsothérapie et j'y tiens. C'est parce que justement, il faut que les gens sachent qu'ils peuvent trouver des professionnels qui vont être à leur écoute pour les aider à se sortir de là. Que ces professionnels ne sont pas forcément des médecins. Parce que le médecin, il n'a pas le temps de s'occuper de vous quand vous n'avez rien encore. Si c'est pour lui dire « Docteur, aidez-moi, je ne dors pas bien », il n'en a rien à foutre. Il a une salle d'attente de 20 personnes qui l'attendent. Il y a des rhumes, il y a des diabètes à équilibrer. Il y a une personne qui a fait un AVC, il faut s'occuper d'elle, elle est en convalescence, etc. Bon, votre problème de sommeil, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Prenez de la mélatonine en pharmacie et puis au revoir. Comprends ? Mais qui va passer 1 heure à écouter tes problèmes, à comprendre tes problématiques et à t'aider à trouver les solutions ? Personne. C'est pour ça que j'ai créé le métier de napsothérapeute. Voilà. Et si dans ta communauté, il y a des gens qui ont envie
de se lancer dans cette belle aventure qu'est la napsothérapie, eh ben, qu'ils sachent que je leur ouvre tout grand mon site et qu'ils me contactent parce que peut-être que justement, c'est leur voie aussi de devenir napsothérapeute. Et ce que tu me disais alors avant l'interview, c'est que tu as d'anciens banquiers, c'est ça, Oui, voilà, qui sont devenus napsothérapeutes, oui, c'est ça? tout à fait, tout à fait. J'en ai pas mal. J'ai pas mal d'élèves qui viennent du monde de la finance, qui ont fait des burn-out, qui en ont ras-le-bol de ne parler qu'à leur ordi et de se laisser envahir par les chiffres, et qui ont une soif de se sentir utile autrement que sur le marché de la finance, mais de se sentir utile envers les autres. Et qui me contactent, qui vont sur mon site dans un premier temps et qui ensuite me contactent en me disant « Écoutez, je veux suivre votre formation parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de ce que je fais. Je veux me sentir utile. Je veux aider les autres à changer leur comportement. Et moi, tout ce que vous avez dit sur la nutrition, sur l'activité physique et sur le sommeil, ça a résonné en moi comme une évidence. Je veux suivre votre formation. » Et j'en ai beaucoup. Alors, j'ai des financiers, j'ai des personnes de l'immobilier aussi. J'ai des gens qui sont en pré-retraite et qui ont envie d'utiliser leur moment, leur disponibilité pour se sentir utile. Parce que j'ai besoin de toutes les forces vives, moi, de la nation. J'ai besoin de tous ces préventeurs. Je veux former tous ces préventeurs, que ça devienne un vrai métier. Voilà. C'est super parce que du coup, je trouve qu'on peut mieux s'identifier, quoi. Tu vois, si tu as des personnes qui suivent, de tout qui âge. forment, de tout âge, de tout métier, de tout, mais absolument. des Parisiens, des provinciaux, de différents métiers, voilà, tout ça. Ah oui. Du coup, on s'identifie, on se dit, le banquier, comme moi, il comprend ce que je vis, il essaie de me dire, regarde, je sais pas, essaie de faire une petite balade au déjeuner, essaye effectivement, on se disait, aller aux toilettes 3 étages au-dessus ou quoi. Je pense que ça aide beaucoup à répandre le message et à s'identifier. Ouais. Tout à fait. À s'identifier, soit on y arrive soi-même et on s'en sort, soit on sent qu'on a besoin de se faire aider de quelqu'un d'autre et on va voir un napsothérapeute, soit on a envie d'en faire son métier. Finalement, c'est ouvert à tous. Alors, j'ai des femmes, des hommes, de tout âge. Ça va je crois que la plus jeune a 24 ans, carrément. Une jeune fille qui veut en faire son métier. Moi, je trouve ça formidable. Au lieu d'être diététicienne et de travailler à l'hôpital, elle a envie de saisir cette chance, d'apprendre beaucoup de choses, parce que c'est une formation qui est très riche. J'emmène mes élèves dans l'univers du corps humain, des pathologies, la connaissance des aliments. C'est extraordinaire, cette formation. Les secrets du sommeil, sport et santé. Enfin, c'est très, très complet. Et donc, elle a envie de s'installer comme napsothérapeute. Elle a 24 ans. Je trouve ça extraordinaire. Après, j'ai des adultes qui soit sont dans l'univers professionnel et ont envie d'être napsothérapeutes en plus. Par exemple, j'ai des kinés, napsothérapeutes, qui vont ajouter ces conseils à leur pratique de kiné. Voilà. J'ai des coachs sportifs qui comprennent bien que pour aider leurs clients à maigrir, il ne suffit pas de faire du sport. Si le client ne dort pas bien et qu'il ne mange pas bien, il n'arrive à rien. Donc, j'ai beaucoup de coachs sportifs, j'ai des sophrologues. J'ai des gens de tout univers qui s'inscrivent à cette formation. Et c'est ça qui fait finalement la richesse de la napsothérapie. C'est que, voilà. Et j'ai bon espoir. Là, nous en sommes à 5 ans d'âge. J'en parle beaucoup parce que j'ai sorti le livre sur la napsothérapie il y a 2 ans. Il est sorti en librairie parce que je voulais faire découvrir au grand public l'existence de ce métier. Et puis, grâce aux réseaux sociaux qui sont appréciés de ma communauté, eh bien, je ne manque jamais l'occasion d'en parler. Et je te remercie vraiment, infiniment et sincèrement, au fil de cette conversation, de m'avoir donné l'occasion de te parler de moi, de toi aussi, de mes patients, de mes objectifs, de donner des conseils à tous ceux qui vont regarder ce podcast et de leur montrer aussi que maintenant, en France, il y a un métier de prévention. Voilà. Alors justement, un petit mot pour conclure, s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie qui savent que dans leur santé, ils sont peut-être pas très bien, c'est peut-être le sommeil, c'est peut-être l'alimentation, c'est peut-être l'activité physique, c'est peut-être les trois, qui sont un peu désespérés, qui se disent, voilà, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses. Par où commencer ? Le sommeil. D'accord. Et ça, c'est évident. C'est d'abord le sommeil. Il faut avoir ces 8 heures de sommeil pour être capable ensuite de bouger suffisamment et de bien manger. C'est ton cerveau qui dirige tous tes comportements. Toi, tu penses que tu fais tes choix, mais c'est ton cerveau qui te les dicte, tes choix. En fait, nous ne sommes que biochimie. Et quand tu es heureux, tu sécrètes beaucoup de sérotonine, de dopamine. Quand tu es malheureux et triste, tu les écrases. Tu
Tu vois? Donc en fait, tes comportements, ils sont le fruit de tas de réactions biochimiques. C'est pas très sexy ce que je raconte, mais tu vois, c'est la réalité. C'est la réalité. Donc c'est ton cerveau qui dicte tes comportements. Et si tu veux bien travailler, si tu veux être à la hauteur de tous les défis extraordinaires que tu te fixes, parce que tu as beaucoup d'ambition et tu fais des choses merveilleuses, eh ben, il faut que tu aies un cerveau qui soit au top. Et tu le dis toi-même. Tu vois très bien la différence entre une journée qui suit une bonne nuit et une journée qui suit une mauvaise nuit. Alors, je crois que là, tu vois, tu as fait toi-même ton expérience. Donc, il faut que tu dormes. Je ne sais pas, tu te donnes un coup de marteau à 23 heures sur la tête, mais tu dors. Alors, tu sais, il y a des techniques aussi. Tu peux prendre de la mélatonine si tu veux. Tu peux aussi prendre des tisanes pour dormir. Tu sais, la phytothérapie, c'est très efficace aussi. Il y a la valériane qui aide à s'endormir aussi. Il y a des podcasts aussi qui aident à dormir, tu vois. Ça te changerait les idées d'écouter la mer. Non ? Je vais essayer tout ça. Alors Laurence, du coup, justement, si on veut en apprendre plus sur la napsothérapie, je sais pas, est-ce que tu as un site ou où est-ce qu'on peut retrouver les différentes informations ? Oui, alors bien sûr. Alors, toutes les informations sur la formation de napsothérapie se trouvent sur le site. Donc, napso-du-6 thérapie, donc THERAPIE, donc au singulier, donc napso-thérapie.org. Voilà. Et là, tout est détaillé, le contenu de la formation, les objectifs du métier. C'est un site qui est très clair. Il y a même pour ceux... Alors, c'est utile pour ceux qui veulent se former en napsothérapie. Voilà. Donc, il faut laisser leur adresse mail, etc. Et moi, je découvrirai leur adresse mail et je prendrai contact avec eux, surtout s'ils me laissent leur téléphone. Et puis, ceux qui veulent au contraire consulter un napsothérapeute, il y a un annuaire des praticiens sur ce site-là. Donc, ils pourront trouver le napsothérapeute de leur ville, de leur région, pour avoir une et plusieurs consultations. Écoute, Laurence, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense qu'il y a plein de gens que ça va aider. Moi, pour ma part, voilà, je penserai à toi ce soir. Je mangerai des sardines et je me coucherai tôt. Et je te dirai si ça fonctionne. Faut que ça dure plus d'un soir. Ouais, d'accord. Alors, je vais faire deux soirées sardines les 2 prochains soirs. Et merci beaucoup à vous si vous nous avez écoutés jusqu'ici. Tous les différents éléments dont on a parlé, on vous laisse les liens en commentaire, en description. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Je vous embrasse.